La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax. Coucou tout le monde, eh ben, vous êtes... voilà, Mandax m'a dit je te laisse parler, finalement il me coupe la parole, c'est comme d'habitude. Bonsoir. Bravo. Ce que vous entendez c'est Léo qui revient. Parce qu'aujourd'hui nous avons un invité de qualité supérieure, n'est-ce pas? Je me suis fait exclure de l'appel. Il s'est fait exclure de l'appel. Tout va très bien. Maintenant tu peux dire bonjour à tout le monde. Tout va très bien. Bonjour tout le monde. Voilà, vu que nous sommes en direct. Et en public. Du délire. Cette foule déchaînée. Qui croirait qu'on est dans une université et qu'il y a du monde? Qu'est-ce qui se passe? Super. Alors, je pense qu'on a quand même quelques problèmes techniques. Je vous entends pas super bien. Oui, et... Nous, on t'entend, par contre, au niveau de l'image, j'ai un renne, un lama. Ça ressemble à un cerf. Un cerf. C'est étrange. Et... c'est déjà pas mal. Bon, on va faire comme on peut. Déjà je vais laisser la parole à Vlad qui a une introduction à nous faire. Voilà, j'avais préparé une transition qui pète le swag, mais finalement, je vais lire directement l'édito tel qu'il est écrit. Éditorial, point. Sautez une ligne. Internet est-il un média comme un autre? Espace insécable, point d'interrogation. On est tenté de dire non. L'internaute, après tout, est acteur de sa navigation. Il peut aller vers les informations, intégrer des communautés et même communiquer lui-même, ouvrir un blog ou une chaîne YouTube. Il peut devenir vidéaste, créateur de contenu, être la source des informations que d'autres vont rechercher, commenter et partager. La technologie du web a démocratisé un peu plus la culture et aboli les frontières entre le spectateur et le créateur de programmes. Ou bien seulement une illusion? Depuis quelques mois, on assiste à un boom du côté des vidéastes dits culturels. Les chaînes proposant des analyses d'œuvres ou de vulgarisation scientifique se multiplient. YouTube compte désormais des chaînes sur le cinéma, la bande dessinée, la peinture, la musique, la littérature, l'histoire, l'économie, le droit, la biologie, la psychologie, l'astronomie et toujours plus de sujets traités de manière classique ou originale, pointue ou simplifiée. Cela pose la question du statut de ces nouvelles références que représentent les vidéastes qui jouissent d'une large audience. Et nous allons explorer cette question avec notre invité de ce soir, qui est le créateur d'une des meilleures chaînes de vulgarisation francophone, comme son nom ne l'indique pas, Dirty Biology, qui s'appelle en réalité Léo de sa personne et de son prénom. Bonjour. Bonjour Léo. Nous allons voir d'abord ce que peut nous apprendre l'histoire de sa chaîne. Ça va très bien. Depuis ses débuts il y a 1 an et demi, jusqu'à aujourd'hui, et ses 200 000 abonnés, rien que ça. 225 000 en fait, je l'ai fait tout à l'heure. C'est fou, hein. Wow. Comment s'est construit ce succès? Quelle est la place de la relation avec le public dans la gestion d'un tel projet? YouTube est-il un média horizontal? Ce qui ne veut pas dire qu'il faille forcément coucher pour réussir. Désolé. Lol. Nous parlons également du rôle de la communauté des vidéastes culturels au sens large, et plus spécialement de vulgarisation, dans ce qui est un écosystème en pleine expansion, dont il est difficile de prédire jusqu'où il va se développer. Sans plus attendre, accueillons encore une fois Léo Grasset de Dirty Biology qui va encore dire bonsoir à tout le monde. Bah Léo dit bonsoir. Encore bonsoir à tout le monde. Ou pas, voilà. Tu le fais très bien, donc on a envie que tu recommences. Hein. Voilà, merci Vlad pour cette introduction qui met les choses en place. Donc, absolument, et je vais maintenant laisser la parole à Mandax parce que je vais aller m'occuper de vous sur le chat que vous pouvez rejoindre sur le site de radiocampusLorraine.com. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, poser des questions. À tout de suite. On les posera à notre invité. Je suis là. Et donc, on va commencer par questionner Léo pour savoir à peu près qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais, Léo? Alors, à l'heure actuelle, je suis au Québec et qu'est-ce que je fais? Je vis de la vulgarisation scientifique. Voilà. Pas mal déjà. Pour faire court. D'accord. Et donc, tu as une vidéo qui devait sortir juste avant le live, mais finalement, tu n'as pas eu le temps de la sortir. C'était sur quoi? Non, en fait, c'est même pas que j'ai pas eu le temps de la sortir, c'est que je me suis dit que ça allait être un peu compliqué pour les gens de regarder la vidéo et puis juste ensuite de sauter au live. Les gens ont peut-être pas le temps de faire tout ça, donc je me suis dit on va faire d'abord le live, tranquille, et puis on fera la vidéo après. Sortir après. D'accord. Donc, la vidéo, elle est sur... la vidéo, sur quoi elle est? La vidéo, elle part de Raphaël Enthoven, en fait. Ah oui, je sais pas si t'as vraiment envie de parler de ça. Non, c'était pour expliquer aux gens là, que quand ils verront le replay dans 2000 ans, qu'ils sachent où on se situe dans l'espace-temps de Dirty Biology. Quoi, tu vois, oui, voilà. D'accord. Okay. Très bien, donc j'invite tout le monde, à ceux qui ne connaissent pas encore, à aller visiter, et puis ceux qui connaissent, à attendre avec impatience cette vidéo. Donc, on va commencer avec la première partie de notre live, en parlant un petit peu de toi, en fait. On va raconter un peu ce qui s'est passé avec Dirty Biology au cours de ces 18 mois.
19 mois? Combien de temps ça fait que ça existe? Ouais, la première vidéo a été postée fin juin 2014, donc c'est ça, ouais. 1 an et demi. 14 mois, je pense. 14 mois. Un peu moins. Voilà, donc alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette période-là? Comme c'est un peu une success story, on aimerait mieux revenir sur comment ça s'est passé pour toi, et pour que les gens comprennent un peu ce que c'est qu'être un vulgarisateur qui marche sur Internet, quand ça marche bien. Alors, donc, par exemple, au cours du temps, comment a évolué le nombre des gens qui te suivent, par exemple? De façon plus ou moins exponentielle, je pense. Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment analysé les données et il faut que je le fasse un de ces jours. Je me suis promis de le faire. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'au début, tu gagnes, je sais pas, par exemple, 2 abonnés par jour. Après, tu en gagnes 20 et après, tu en gagnes 200. Indirect. Et au final, ça va de plus en plus vite. Donc, c'est exponentiel, plus ou moins exponentiel. Ça s'est beaucoup joué avec certains partages clés. Donc il y a certaines personnes qui ont partagé la chaîne, comme Bruce l'a fait, Patrick de Axolot l'a fait. Donc Bruce, c'est celui qui fait y penser, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et il y a aussi surtout eu le partage de Antoine Daniel qui fait What the Cut, pour les 3 personnes en France qui ne connaissent pas What the Cut. Donc c'est lui, il a fait, avant il faisait ce qui s'appelle le 29 d'Antoine Daniel, où il partageait 3 chaînes par mois. Donc j'ai eu la chance de faire partie d'une de ces 3 chaînes. Donc, en fait, et comme il est vu par des millions de personnes, voilà. Ça fait un énorme donc, impact. En fait, sur Internet, en tout cas en France, le succès des chaînes passe surtout par le partage par les autres vidéastes, en fait. C'est ce que tu nous dis. Ça joue, en fait, ça accélère énormément, ouais. Ça accélère énormément parce que je pense qu'il y a des chaînes qui s'en sont très très bien sorties sans être vraiment partagées par d'autres. Je pense, je sais pas, Joueur du Grenier, par exemple, je pense qu'il a jamais eu besoin de ça pour arriver au million où il est, mais ça a pris du temps. Et c'est les anciens, ça aussi. Ça a pris beaucoup de temps. C'est des chaînes qui ont quelques années. Voilà, c'est les anciens. À l'heure actuelle, il y a quand même une dynamique qui fait que c'est le partage qui fonctionne, quoi. Et donc, alors, il y a le partage. Oui. Je pense qu'il y a un autre truc qui fonctionne pour avoir une forte croissance, c'est faire du contenu qui est vraiment calibré pour, quelque part, les attentes du public. Et qui sort régulièrement. Donc, il ne faut pas sortir ça tous les 3 mois, parce que sinon, forcément, les gens attendent, et après, les gens ne l'attendent plus. Oui, c'est ça. Et donc, par rapport souvent à ton public, à toi, est-ce que tu as des données démographiques? Parce que je sais que... Donc, quand on est vidéaste, on a une interface sur YouTube où on a accès à plein d'infos sur les gens qui nous suivent. Alors moi, j'ai jamais réussi à comprendre trop les stats, mais je crois que tu t'es penché un peu là-dessus. Et donc, est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur le public type de ta chaîne? Intéressant, je sais pas. C'est pas très surprenant en fait. C'est beaucoup de jeunes. Donc voilà. De façon étonnante, les retraités ne consomment pas beaucoup de vidéos sur YouTube. T'as pas mal de... Je pense la grosse majorité... J'allais dire sauf Climène, exactement. Oui. Climène, notre ami pharmacien qui a une chaîne avec un public assez âgé, mais bon, c'est bien aussi. Hein, mais voilà. Ouais, mais bon. C'est une anomalie. Il parle de la pharmacie. Il parle de troubles érectiles et de suppositoires, sorry quoi. Des centres d'intérêt qui attendent le public. Donc, non, sinon c'est principalement entre 13 ans et 24 ans, on va dire. Ok. 13-24, ça serait presque la moitié du public, je pense. Peut-être même plus. Et puis ensuite, ça s'échelonne en diminuant entre 25-34, c'est disons un tiers, et puis le reste, c'est au-delà de 34 ans. Et le sexe ratio? Et beaucoup d'hommes. Voilà. Voilà, beaucoup d'hommes. J'étais sûr que tu allais m'en parler. Oui, parce qu'on beaucoup a évoqué d'hommes. la question, notamment avec d'autres vidéastes en privé. On s'étonne, alors il y a sûrement des explications, on s'étonne du nombre important, écrasant, la majorité écrasante d'hommes dans le public. Nous, c'est 87%. Ça oscille, hein, entre 84 et 87%. Ouais. Et les autres gens qu'on connaît, c'est 80%. Et toi, c'est moins quand même. Tu as plus de femmes que les autres. Hein. Étonnant. Alors moi je crois que je me souviens plus exactement, je suis pas un acharné non plus de mes statistiques, mais je crois que j'avais quelque chose comme 25% de femmes et 75% d'hommes peut-être. Je suis même pas sûr que ce soit ça. Je crois qu'on a regardé, je crois que tu avais 30%. Après tu as aussi les gens sur Facebook aussi. Et c'est pas forcément les mêmes chiffres et les mêmes ratios. Alors, je préfère calibrer ça sur Facebook en fait, parce que sur YouTube, les gens utilisent peut-être, je sais pas, le compte de leur copain. Enfin bref. Le truc c'est que sur Facebook, c'est ton compte personnel, c'est toi.
c'est ta personne. Donc ça a plus de chances de refléter la réalité. Et alors sur Facebook, j'ai 40% de femmes et 60% d'hommes. Ouais, donc c'est quand même un peu plus que la moyenne des vidéastes, enfin, à notre connaissance. Est-ce que, donc du coup tu parlais du fait qu'il fallait calibrer le produit entre guillemets par rapport aux attentes. Est-ce que toi tu sais ce que tu fais? Est-ce que ces chiffres-là, apparemment tu les connaissais pas, donc c'est pas le cas, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'influence dans la manière dont tu conçois tes épisodes? Non. La réponse est non. Absolument pas, non, vraiment Maintenant, pas. il faut que tu développes. Hein. Alors comment tu fais pour ta relation publique. Tout simplement, j'essaie. Ouais, dis-moi, vas-y, je te laisse la parole, je me tais. Non, vas-y, finis. Après toi. Ah mince. La question était. On va parler beaucoup là de l'horizontalité, donc c'est-à-dire le rapport plus ou moins direct qu'il y a entre le créateur et le public. Et donc forcément, lorsqu'il y a un rapport assez direct, il y a une influence du public vers le créateur. Et dans quelle mesure la démographie, la sociologie de ton public influence la manière dont tu conçois tes programmes, quoi. Est-ce que tu as des thèmes que tu vas aborder plus parce que tu sais que ça va intéresser les gens, ou est-ce que tu fais tout ce qui te plaît directement et puis les gens font avec, quoi? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que je m'en fiche, je fais ce qui m'intéresse et. Très bien, parfait. Par exemple, le prochain. Voilà, tu vois, le prochain épisode, je disais, ça va être sur Raphaël Enthoven. En fait, c'est juste un prétexte pour parler d'un concept qui m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, c'est la sagesse des foules. Ouais. Donc, c'est un peu de stats, c'est un petit peu de phénomènes collectifs, tout ça. Oui, alors tu peux te demander quel est le rapport avec Raphaël Enthoven, c'est légitime, on verra bien. Les gens, en général, alors, en général, ce que fait Léo et Gabriel, c'est qu'il part d'une idée et puis en fait il vous raconte autre chose par rapport à l'idée de départ. Typiquement, Léo vous ment, c'est tout. Si vous voyez le titre super sexy de sa vidéo, il va pas parler de ça, c'est tout. Voilà. Enfin, quand il vous parle d'ovaires dégueulasses, en fait, il vous parle de botanique. Oui. C'est perfide. Hein. C'est plus souvent l'inverse, en fait. Voilà. Et donc, par rapport à Enthoven... Mais donc, voilà. Donc, en général... Oui. Bah, c'est ça. Je parle plutôt d'un truc qui m'intéresse, à moi. Donc, c'est presque un petit peu égoïste. Mais, ceci dit, j'ai lancé récemment un nouveau format qui était, en fait, plus court. Où j'essaie de faire plus d'humour, et là c'est pas forcément pour calibrer adapter à un public particulier, mais c'est dans l'idée d'essayer d'intéresser des gens qui s'en fichent de la science, et eux ils veulent juste un truc d'humour, et tu leur offres un truc d'humour et ils se rendent compte qu'en fait on peut apprendre un truc en rigolant, tu vois. Donc là c'est une nouvelle tentative, quoi. D'accord, ouais, exactement, c'est de l'hameçonnage. Pour être un peu plus abordable, un peu plus accessible aux gens qui a priori ne seraient pas forcément clients. Ouais. D'accord. Mais alors du coup dans les rapports avec oui, j'attends. Non, tout simplement je suis en train de, en ce moment même, tu vois, on est à fond sur internet et tout, je suis en train de poster le truc sur ma page Facebook pour inviter les gens à venir. On va voir un énorme afflux de personnes. Voilà. Alors ne faites pas exploser le standard ou le site. Hein. C'est bien parti. Si jamais ça coupe, écoutez, on a des infos sur le nombre de gens qui nous écoutent, mon cher Vlad. Alors, mon cher Sydney. Alors, bonjour les auditeurs, ici c'est la technique qui vous parle. Alors la technique vous informe qu'on est en train très présentement d'ouvrir un deuxième serveur pour pouvoir essayer d'héberger. Bonjour, c'est la technique un peu plus proche. Je confirme qu'on est en train d'ouvrir un deuxième serveur et qui va arriver d'ici quelques secondes. Nous sommes en train de faire exploser Radio Campus Lorraine. Mais on vous en remercie, on aime beaucoup être explosé. C'est un aveu. Bon, Sydney, on parlera de ça plus tard. Donc voilà. Vous êtes les bienvenus et on se charge de faire en sorte que le live fonctionne. Mais du coup, on va revenir sur ce dont on parlait, la relation entre le vidéaste et le public. Et donc, toi, ça fait donc 1 an et demi que tu travailles là-dessus. Tu envisages d'en vivre. Et c'est bien parce qu'en plus, on pourra... Ah mince, voilà ce que j'ai oublié. Ton livre, je l'ai à la maison. Et je l'ai lu, enfin j'ai presque tout, et c'est très bien. Ça s'appelle Le coup de la girafe, et je vous conseille si vous êtes intéressé aux histoires à l'histoire naturelle et aux petites histoires, avec des choses qui se disent très, très, très facilement, avec plein de thèmes très différents, notamment sur le glouton, enfin des choses. Non, c'est pas le glouton, comment il s'appelle, ce bestiau complètement badass dans ton bouquin. Le ratel. Le ratel, voilà. C'est effrayant. Donc je vous conseille. Donc voilà, donc tu écris ces choses-là. Tu écris d'orthopédologie et donc tu envisages d'en vivre et tu commences déjà à y arriver, donc c'est très bien. Mais alors comment ça marche? Comment est-ce que le public peut aider à ce que ta chaîne fonctionne et se pérennise? Alors,
Donc voilà, bon ok, alors juste pour expliquer en 2 mots comment fonctionnent les sous sur YouTube, C'est ça. pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, et Après, c'est du coup, normal on va avoir du connaître public qui rien. va arriver là. On parle d'argent. Attention. Ouais, l'argent. Alors, justement, YouTube, c'est le pire endroit possible au monde pour se faire de l'argent, sauf si vous faites un contenu qui est, on l'a déjà dit, hein, très très bien calibré Pour les 14 ans. pour attirer beaucoup de monde, mais à partir du moment, voilà, exactement. Mais sauf si vous faites des trucs, si vous faites des trucs qui vous intéressent, qui vous passionnent, par exemple, je sais pas, de la musicologie du Moyen Âge, par exemple, et vous voulez faire des vidéos de musicologie du Moyen Âge, C'est vous ne pourrez super pas en sexy. vivre, comme ça c'est clair. Voilà. Et pourtant c'est cool. Et donc en gros, pourquoi ? Parce que YouTube, pour réussir à en vivre, vous gagnez de l'argent grâce aux pubs. Et en fait, les pubs, c'est donc des publicitaires qui viennent et ils disent à YouTube, tiens YouTube, on te donne tant d'argent pour que tu mettes nos pubs sur tant de vidéos et on te donne tant de sous. Et donc en fait, YouTube va mettre ces pubs-là sur vos vidéos et va vous reverser 55% de ses parts. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est que vous ayez énormément d'affichage de pubs pour réussir à gagner un petit montant d'argent qui vient de ces pubs-là. Voilà. À titre d'exemple, on doit être autour de, en vrai, 70 centimes d'euros pour 1000 vues, pour 1000 pubs affichées. Ça veut pas dire 1000 vues, en fait. Ah oui. Bon, enfin, pour simplifier l'équation au maximum, pour pas que ça devienne trop relou, il faut comprendre qu'avec une vidéo avec, je sais pas, 100 000 vues, si vous arrivez à gagner 70 €, vous êtes content. Voilà. Donc pour faire un SMIG, il faut avoir 2 millions de vues. quoi. Donc non, on peut pas en vivre, sauf si on a énormément de C'est vues, ça, ouais. ou alors qu'on fait énormément de vidéos, ou les deux. Voilà. Et faire des vidéos de qualité en vulgarisation, on peut pas en faire des centaines par mois. Hein. C'est ça. Non, bah non. Donc, ce non, créneau-là, c'est pas possible. ça marche Enfin, Il y a non, énormément de c'est pas recherches. possible. Donc en à fait, faire, quoi. Du coup, il y a des ressources annexes exactement. à YouTube autour. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc la solution que d'autres ont trouvée, c'est pas du tout moi qui ai inventé ça, hein, c'est, je pense les premiers, ça devait être Fossoyeur de film, et puis Usul, et puis tout ça. En fait, c'est le financement participatif. C'est les fans qui viennent et qui offrent des sous tous les mois. Ils offrent ce qu'on appelle un tip, bon, c'est un don, quoi, qui s'échelonne entre 1 et puis, je sais pas, 20 €. 50 parfois. Ouais, 50, mais alors là, c'est un peu des fous. Ouais, Et donc, tu reçois en fait l'argent directement des fans sur ton compte en banque et ça te permet moi, c'est plus de 2/3 de mes revenus en fait qui viennent directement des fans comme ça, enfin, des abonnés, enfin, des ok. spectateurs. Donc ça, c'est typiquement Tipeee. Parce que nous, par exemple, on a aussi ce fonctionnement-là et c'est vrai que ça nous aide. J'aime à rappeler que dans toute l'histoire des arts, c'est comme ça que ça s'est passé. Le mécénat est ce qui permet de financer le plus la création artistique. Et donc on revient un petit peu aux sources. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pour l'art et pour la vulgarisation qui n'est pas de l'art à la base. Mais donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se font des idées, je pense, sur l'argent dans YouTube. Alors, quelqu'un comme Léo qui a beaucoup de succès dans son domaine ne pourrait pas avoir assez d'argent pour vivre en France, en fait. C'est ça, hein, si on résume, pour l'instant en tout cas. Non, franchement, sans les dons, je pourrais pas vivre de ça. Voilà. Ça c'est clair. Voilà. Donc en fait le rapport, là on en est sur cette histoire de rapport avec le public. Mon premier rapport avec le public, quelque part le plus important pour le moment, c'est tout simplement un rapport de soutien financier. C'est eux qui soutiennent l'émission financièrement. Donc l'horizontalité, parce que c'est le mot-clé de ce soir, en l'occurrence là, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre toi qui imagine les épisodes, qui les construit avec les gens qui t'aident, hein, je pense aux dessinateurs, aux animateurs, il y a une équipe. Comment s'appelle la chaîne des gens qui font... voilà, enfin il faut les voir, ils sont dingues. C'est hein. brillantissime. Voilà, donc tu as ces gens-là, mais c'est très, très immédiat, quoi. Les gens qui veulent vous soutenir peuvent vous soutenir directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Voilà, il y a une commission sur Tipeee, mais bon, c'est secondaire. Voilà. Donc cet aspect horizontal-là, il est réel, ça fonctionne pour de vrai. C'est vraiment horizontal à ce niveau-là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'on a des réactions, des commentaires sur ce qu'on vient de raconter, là, sur l'histoire d'une chaîne qui marche? Pas de questions, beaucoup de complaintes. Les gens se plaignent. Alors techniquement, oui, ça a démarré, il y a un problème de son, mais bon, on s'installe. Et ça marche pas trop mal, quand même, faut pas trop se plaindre. Ça va venir.
Voilà, donc du coup, la deuxième partie, déjà, la première, en fait, on a expédié ça à toute vitesse. La seconde partie dont on avait prévu de parler, c'était donc le rôle du public, on l'a un peu évoqué, dans la création des épisodes. C'est qu'en fait, tu as une communauté qui commente beaucoup. Tu as beaucoup de commentaires. Ouais. Donc, notamment des gens qui te demandent tel ou tel thème, j'imagine. Alors, comment ça se passe? Comment tu leur réponds? Alors, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Tu as, comme... Donc, on a expliqué au début qu'il y avait franchement différents types de... T'as une audience qui s'étale de 13 ans à 40 ans. Donc, bon, forcément, t'as des réactions différentes sur les mêmes sujets. Quand tu fais une vidéo sur les pénis, t'as différents niveaux de maturité, quoi. Donc, t'en as qui vont vraiment pas faire des commentaires qui ont un intérêt tout court. Voilà, ils écrivent pour eux-mêmes et puis ça s'arrête là. Ouais. Par contre, t'as des gens qui vont essayer de lancer une discussion, qui vont essayer de creuser un petit peu le sujet scientifique, par exemple, ou qui vont poser des questions, qui vont proposer des idées et qui vont spéculer, en fait, par exemple, sur... Là, on a fait une vidéo avec Dave, qui fait la chaîne Histoire Brève, on a fait une vidéo ensemble sur le thème de prédire l'histoire. Oui. Et là, on a eu la chance, je pense que c'était une chance, d'avoir pas mal de gens qui étaient de toute évidence en études d'histoire, qui sont venus discuter de savoir si c'était pertinent, ne serait-ce que pertinent, d'essayer de prédire l'histoire. Donc des fois, en fait, tu te retrouves vraiment à avoir des discussions intéressantes dans les commentaires. Ouais. Mais du coup, quel est le temps que ça te prend, toi, dans ton travail de vidéaste, de gérer les commentaires? Alors, je les gère pas du tout. Enfin, là, je peux plus à ce niveau-là. Tu sais, t'as juste un fleuve en face de toi. Tu ne peux rien du tout contenir. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est en fait enlever les documentaires, les commentaires qui sont les plus agressifs ou qui mettent des liens vers des trucs qui n'ont absolument rien à faire là. Ou enfin, voilà. Mais tu peux pas vraiment modérer quoi que ce soit. Et puis surtout, tu peux pas vraiment répondre à tout. En fait, tu peux plus répondre à rien presque. Mais du coup, d'où l'intérêt de faire des FAQ, à la rigueur. Dans ces cas-là, tu peux... Quand on est au niveau où on peut plus répondre aux commentaires, voilà, la FAQ a un sens, quoi. Et est-ce que tu comptes en faire, toi, régulièrement ou pas? Non, c'est pas trop mon truc parce que la foire aux questions, en fait, par définition, c'est plus où tu parles de choses un peu personnelles, où tu parles de ta vie ou de tes projets. Mm-hmm. Mais j'aime bien garder ma vie privée, donc j'évite d'en faire. En fait. Tu la gardes pour toi, espèce d'égoïste. Voilà. On a tous droit à ta vie privée. Tu n'as plus de vie privée, voyons. Tu es un personnage public, c'est terminé maintenant. Je t'ai typé 45 centimes. Hein. Quelle prétention. Ta vie privée, elle est à moi. Mais je rêve. Mais pour qui il se prend, ce mec? C'est fou. Et donc, comme on est donc sur cette histoire d'horizontalité, tout ça, j'ai déjà les commentaires sur Facebook qui me disent que le lien marche pas, que erreur 500, que ça arrête pas de bugger et qu'ils n'arrivent pas à charger la page. Je crois que le serveur il est en position latérale de sécurité. Bon, le replay sera là dans une semaine. A priori, on assure. Et Sydney? Vlad confirmera parce qu'il est sur le chat depuis plus longtemps que moi, mais je crois qu'il y a des gens qui ont émis l'hypothèse de débloquer un certain add-on anti-pub serait un facteur qui faciliterait la connexion au serveur. Alors, il y a eu cette hypothèse qui a été soumise, mais plusieurs personnes ont dit que ça ne fonctionnait pas. Donc le protocole a été établi, les expérimentations menées, c'est un échec. Est-ce qu'on a des statistiques sûres là-dessus? Mais vous pouvez quand même essayer parce que généralement les échecs ne sont jamais publiés. La tronche en biais, la méthode scientifique en direct. Voilà. Et surtout l'échec scientifique. Bon, désolé pour encore une fois, techniquement, on progresse. Et puis, mais en même temps, on invite un gros vidéaste dès la seconde émission. Et l'afflux des gens qui te suivent est un peu... voilà, on parlait du fleuve tout à l'heure. Là, on est un peu dans ce cas de figure. On a un fleuve qui nous arrive. Alors du coup, parce que Léo et nous, on se connaît un petit peu, on a un peu discuté en préparant l'émission. Tu nous as parlé des messages privés que tu recevais. Et donc là, on est aussi dans l'horizontalité, c'est-à-dire que les gens ont certainement un peu l'impression qu'ils te connaissent personnellement. Et comment ça se passe? Est-ce que tu gères encore ça? Est-ce que tu gères plus? Comment ça se passe, les messages privés? Ça se passe... Alors, au début, tu ne sais pas quoi faire. Voilà. Tu ne sais pas du tout quoi faire face à cette intimité soudaine et puis complètement artificielle, parce que elle sort de nulle part. Donc t'es un peu désemparé, tu réponds sans trop savoir quoi faire, et puis au final tu apprends à être courtois mais ferme, on va dire,
et à garder une certaine forme de distance. Je pense que c'est important. Ne pas se laisser envahir, en fait, parce que justement, on parlait de un personnage. T'es un personnage public, mais t'es aussi une personne privée. Il faut que les deux, je pense, restent dissociés et que les gens ne rentrent pas dans ta personne privée. C'est peut-être le plus dur. Et du coup, donc, voilà. est-ce que tu regrettes d'avoir ta chaîne avec ton vrai nom ou pas? Non, ça me dérange pas du tout. Et puis de toute façon, c'est essentiel. Enfin, si je veux en vivre, réussir à connecter le livre avec la chaîne et tout ça, ça aurait demandé d'avoir une identité unique, d'avoir la personne derrière. Donc, non. Et puis même, enfin, je suis un petit peu conscient quand même que c'est l'un des facteurs qui fait le succès de la chaîne, c'est le fait que je sois un individu mâle, blanc, relativement mignon. Enfin, tu vois, je me voile pas la face. Je reçois 50 messages par jour qui me le disent. Donc, quelque part, si ça avait pas été dans l'équation, ça aurait peut-être moins bien marché. Donc, il y a aussi un aspect complètement pragmatique. J'en profite. Voilà. Ah oui, tu reconnais que tu es un produit de la beauté normative dans notre société. Ouais. Voilà, bon, mais bon. Compte tenu du fait que nous sommes deux individus mâles aussi, la conclusion qui vient est atterrante. Je suis terrassé. La différence de succès, c'est en fait que nous on est moches, c'est ça? C'est ça. Ah, bravo. Mais c'est ça. Bon. Je pleure. Alors du coup, comme tu es beau, on ne t'en veut pas. RT si c'est triste. Si tu étais moche, on aurait pu t'en vouloir. c'est triste. Non, mais enfin, voilà, oui, ça fait partie du jeu, je pense. Puis voilà, c'est comme ça. Des gens confirment dans le chat que Léo est trop canon. Bon, tu es trop canon. Il faut faire quelque chose. Tu peux pas continuer comme ça pendant des années, c'est pas possible. Arrêtez, stop. On peut parler de l'horizontalité sur Internet, s'il vous plaît. Alors, Léo est là parce que c'est un garçon brillant, en fait. C'est pas parce qu'il est beau, etc. Mais du coup, alors, avec ce rapport avec le public, donc tu as dit que tu n'écrivais pas pour eux, enfin, en tout cas que tu n'avais pas dans l'équation de... Quand tu penses à un épisode, tu ne penses pas au fait que ça va plaire ou déplaire au public, mais tu fais parce que ça t'intéresse toi. Mais est-ce que tu as des demandes du public? Alors, là, j'ai envie de nuancer un petit peu. Donc, voilà, les nuances. Par exemple, le choix du sujet, donc il y a plein de gens qui me proposent plein de sujets, et pour l'instant, j'ai jamais encore fait de répondu à une demande. Mm-hmm. C'est vraiment pas sympa. Pourquoi pas, un jour ça va peut-être se faire. Et nous non plus. Hein. Mais pour l'instant, j'ai ma propre liste en fait de sujets qui me passionnent et que j'ai vraiment envie de faire tout de suite. Donc voilà, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que quand je traite un sujet, évidemment, tu fais de la vulgarisation. Donc tu vas expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc forcément, tu te demandes à un moment si quelqu'un d'autre va le comprendre. Donc forcément, tu t'adaptes à quelqu'un. Donc il y a forcément une espèce de... Tu réponds à une demande. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'adaptes. Donc il y a quand même cette espèce d'interaction qui est relativement limitée dans le sens où tu vas créer un contenu qui est fait pour que à peu près n'importe qui puisse le comprendre. N'importe qui avec un bagage scientifique général, quoi. Ok. Par exemple, mais de là à ce qu'il te type le sujet, non. Mais est-ce qu'il y a par exemple un thème, un sujet, un concept dont tu te rends compte qu'il passe pas bien chez le public et que tu as envie de vulgariser dans l'avenir? Un ou plusieurs? Est-ce qu'il y a des trucs? Alors, par exemple, je crois que Mandax pense très fort à l'évolution. Non, mais ça, il y a plusieurs vidéastes qui... Oui, alors il y a plein de trucs autour de l'évolution, il y a plein de trucs sur le racisme, enfin la notion de race, la notion d'individu, la notion d'espèce, toutes ces choses-là que les gens ont du mal à capter. Il y a des trucs sur l'homosexualité, il y a ce qui est sur la génétique du suicide, j'ai envie de refaire quelque chose. Tu vois, des sujets peut-être qui sont un petit peu chargés. Oui, effectivement. Forcément, c'est ceux qui sont les plus embêtants, quoi. Ouais, mais justement, c'est les plus intéressants où quand tu arrives avec un peu de science, tu peux montrer que finalement, en devenant en gardant la tête froide, ça peut devenir aussi intéressant. Et puis, pas forcément si, voilà, c'est pas obligé de paniquer là-dessus, quoi. Non, ok. Donc ça, c'est des choses qui sont dans les cartons ou c'est juste dans oui. Certains sont déjà écrits. Enfin, il y a plein de. En fait, j'ai une espèce de très grand document sur lequel j'ai plein de scripts qui sont à moitié écrits. D'accord. Ils sont à l'état de brouillon, quoi. Je vois. Ok.
Et l'application tout ce qui concerne l'application de la science dans la morale aussi, sur lequel on s'était dit qu'on allait essayer de faire quelque chose. C'est vrai que c'est des sujets très très difficiles. On a très envie de bosser avec toi, en fait, sur des différentes choses. Et la littérature sur ces questions est assez jeune en plus. On sait bien que on a des intérêts communs sur tout ce qui est évolution de la cognition, etc. Pourquoi est-ce que les gens croient de la merde, bien souvent, hein, il y a plein de raisons. Et la mémétique, etc. On a également avec notre ami Anonymous, on a prévu qui s'intéresse à la question. Voilà, il y a plein de choses. Et donc le public, sachez que si jamais on a l'occasion de collaborer entre vidéastes, on va d'ailleurs en parler dans l'émission. La collaboration, c'est quelque chose qui est dans la culture des vidéastes de vulgarisation, en tout cas. J'ai l'impression pour l'instant. Bah oui, c'est sûr. Heureusement. Voilà. Alors Vlad, est-ce que tu voulais réagir ? Oui, j'allais revenir en fait sur la notion de collaboration, de partenariat, tout ça. Et il y a un fait quand même qui me semble au final assez simple et sur lequel on revient très très peu, c'est le fait que les vidéastes, et on a utilisé ce terme dans l'édito, les vidéastes sont tout simplement des créateurs de contenu. Et je connais pas une seule discipline créatrice dans laquelle les créateurs n'apprécient pas de collaborer avec d'autres personnes dont ils apprécient le travail. Et sur YouTube, du coup, je trouve absolument pas ça impertinent, le fait que des vidéastes qui apprécient le travail les uns les autres décident de faire des choses ensemble. Mais je ne pense pas que ce soit critiqué, juste c'est peut-être que le public a pas encore pris la mesure de comment ça marche. Et que voilà, nous on est. Oui, pour ça que je souligne. Certains d'entre nous souligne l'aspect créateur. Ont vocation à devenir pro, mais à la base on est des gens on est passionnés par des sujets et on veut en parler. Donc voilà, plus on pourra en parler avec des gens intéressants, plus ça sera bien. Donc là, on est passé de l'horizontalité du média en sens le créateur et son audience à les créateurs entre eux, c'est ça ? Voilà, il y a un peu de ça. Mais avant... Je suis en train de faire le fil de ton propre plan. Ça, ce sera le point numéro 4. Avant, nous restons dans une dimension horizontale. On va faire le point numéro 3. Donc, on va parler des expériences que toi, tu as fait avec ton public. Parce que ce qui est bien avec ta chaîne, c'est que tu as voulu tester un peu cette horizontalité. Donc, tu as mis au point un programme qui s'appelle Let's Play Science. Mais on va en parler juste après une pause musicale maintenant ou pas, Sidney ? Comme ça, c'est fait ? Ah bah, si vous voulez mettre de l'émission. On fait une petite pause maintenant, comme ça va laisser aux gens le temps d'aller se connecter là où il faut. Et puis on revient et on va parler des expériences où Léo a manipulé son public. Voilà. Et alors, est-ce que peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on va écouter pendant cette pause musicale ? Du coup, je pense qu'on va mettre Tim Minchin, parce que comme on l'a annoncé sur Facebook, et maintenant on va le faire, on va sauter publiquement, c'est devenu notre musicien préféré dans la tronche en biais. Déjà, c'est un musicien exceptionnel. Alors, c'est un Australien. Ça fait plaisir, voilà, il est australien, mon personne n'est parfait. Et il est roux, bon. Il est roux, tristement, mais lui-même s'en plaint régulièrement. Et puis surtout, c'est un musicien zététicien, donc forcément je l'aime bien. Et il écrit des chansons dans lesquelles il pose énormément de questions, et justement celle-ci parle de la tendance qu'on a à voir le monde de manière bipolaire. Elle s'appelle The Fence. Binaire, oui, bipolaire, binaire. Dans la tronche en live sur Radio Campus Lorraine. Absolument. Voilà. Donc nous sommes de retour avec Léo de Dirty Biology et qui va nous parler de comment il a expérimenté des choses sur son public avec les émissions qui s'appellent Let's Play Science. C'est ça, hein ? Alors j'espère que là la radio va pas boucler sur quand il a expérimenté des choses avec son public. Mais oui. Alors on t'écoute. Ouais, c'est ça. Donc, comment ça s'est passé ? L'idée c'était de faire intervenir le public. Alors, je ne sais pas si vous connaissez What If. Donc, What If, c'est un site web qui a été fait par Randall Munroe. Donc, Randall Munroe, c'est le génie qui est à la base de XKCD, un webcomic qui est très très connu. Donc voilà, c'est un peu geek, mais c'est absolument génial. Et donc, en fait, le principe de What If, c'est que les gens posent des questions absolument absurdes à Randall Munroe. Et Randall Munroe va essayer d'y répondre de façon tout à fait rationnelle et scientifique. Okay. Donc, par exemple, il y avait une question qui était super rigolote, c'était est-ce qu'on est plus attiré... Donc, quelqu'un qui a posé la question à lui, est-ce qu'on est plus attiré par l'attraction gravitationnelle du Soleil ou est-ce qu'on est plus attiré par l'attraction gravitationnelle d'une araignée qui est à côté de nous ? Et donc, en fait, il a calculé, par exemple, la proximité de toutes les araignées qui sont autour de nous pour calculer leur masse. Et ensuite, il a comparé. Bref, il fait vraiment des trucs super. Et la réponse, c'est quoi alors ? Parce que moi, les araignées, j'aime pas trop. Attiré par le soleil. Ah bon, ça va. Il y a beaucoup d'araignées. Tout va bien. La réponse, c'est qu'il y a toujours une araignée à 90 cm autour de toi, mais que quand même, elles sont pas assez lourdes et donc tu es quand même plus attiré par le soleil. Je crois que c'est un truc comme ça. Quand c'est des bonnes nouvelles, bref, ça me va. Du coup,
Voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, j'aimais beaucoup ce concept et je me suis dit que sur YouTube, comme tu as en plus une communauté qui peut réagir, bah en fait, ce serait cool de prendre ce concept-là et puis d'y appliquer tout simplement le fait que les gens puissent eux-mêmes proposer des solutions. Au lieu de me mettre moi en seul maître à bord capable de répondre à la question, je me suis dit que peut-être que les gens eux-mêmes étaient capables de répondre à la question. D'accord. Attends, je vais se marre, qu'est-ce qui se passe? De quelle altitude faut-il laisser tomber un steak pour qu'il atteigne le sol cuit? Ah. Oui. Non, c'est vraiment des questions. Est-ce que c'est l'antenne cosmique qui pose des questions? Oui. Voilà. Allez voir sa chaîne. Quantique, voilà. Mais parce que, bref. Et la question est... Je pense qu'il faudrait définir la cuisson pour commencer de manière un petit peu plus précise, parce que cuit, c'est insuffisant. Il faudrait la masse du steak, son état initial. Il y a plein de paramètres à mettre pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il faut absolument aller lire les what if, c'est vraiment très 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 bien. Et donc, toi, tu as adapté ce concept. Ça. Voilà. C'est ça. Et ça a marché. Je pense que le premier, on peut dire que c'était une réussite. En fait, le premier, c'est que à la base, dans la toute première vidéo que j'ai faite, c'était sur les dragons peuvent-ils voler, et il y a eu la naissance d'un fil de discussion dans les commentaires où les gens se sont posé la question, est-ce qu'ils pourraient cracher du feu? Et donc il y a plusieurs personnes qui ont commencé à émettre des hypothèses. Du coup, moi j'ai pris leurs commentaires et j'ai fait une vidéo avec. C'était le premier Let's Play Science où j'ai en fait testé leurs hypothèses au filtre de ce que je savais de la science et puis de mes recherches. Donc ça a donné le premier Let's Play Science et puis ça marchait plutôt pas mal. Et en fait, à la fin du premier Let's Play Science, j'ai posé une question qui était que se passerait-il si la nature se rebellait? Qui était une question hyper générale, hyper vague et beaucoup trop. Et du coup, les gens sont partis dans tous les sens, ce qui est normal parce que c'est à moi de les cadrer avant tout. Alors, il y a un côté cool, parce que du coup, ils sont partis dans tous les sens, donc du coup, il y avait beaucoup de diversité, beaucoup de créativité. Et le côté pas cool, c'est que du coup, pour moi, c'était un travail de fou de réussir à tout synthétiser, tout compiler et réussir à faire un truc sympa avec ça. Donc, tu as mis des heures et des heures à tout lire, c'est ça, hein? Ouais, des jours, ouais. J'ai vraiment mis des jours à lire, à synthétiser, machin. C'était horrible. C'est pas des bons moments, en plus, parce que, en fait, dans les commentaires, tu sais, j'ai tendance à être quand même très très optimiste sur la sagesse des foules et tout ça, mais en fait, en réalité, dans les commentaires, tu as quand même une très très grosse majorité de gens qui écrivent à peu près n'importe quoi, donc c'est, voilà, c'est juste que on les connaît. Mais oui, mais c'est normal. Tu lis beaucoup de trucs pas très intéressants. Tu connais la loi de Sturgeon, Vlad? Non, je connais pas ça. Vlad va te dire ce que c'est que la loi de Sturgeon, c'est un des auteurs de Star Trek, un scénariste, et il a cette loi qui dit... La loi de Sturgeon, qui à la base est une loi humoristique, mais qui finalement se vérifie dans à peu près 100% des cas, avec une marge d'erreur de 0%. Absolument 95% de tout, c'est de la merde. Voilà. Quel que soit le domaine vers lequel tu te tournes, 95% de ce qui compose ce domaine, c'est pourri. Tu prends la pop, ça marche. Tu prends le rap, c'est un peu plus élevé. D'accord. Pour la pop. Ça marche avec l'univers en entier aussi? Ça marche avec l'univers. Il y a de fortes chances. Et ça marche pour les commentaires de nos vidéos. YouTube. Non, c'est pareil. Nous, je pense qu'on... Non, enfin... On a un contre-exemple. On est dans les 5% qui s'en sortent pas trop mal. On a un bon public. On est obligé de le dire, si on ne le dit pas, il nous lâche. Nous, on a un bon public et on les aime beaucoup. Voilà. Ah mais moi aussi. Enfin, voilà, je serais pas là en train de faire. Je serais pas en train de faire une émission sur est-ce que YouTube peut être un média horizontal si je pensais vraiment que mon public était nul. Ben voilà. Non. Mais par contre, il faut quand même admettre qu'il y a une portion non négligeable de gens qui vont écrire des trucs pour eux-mêmes ou pour leurs potes et donc quand je lis tout ça et que je suis en train d'essayer de préparer mon épisode, ça m'infecte les yeux plus qu'autre chose, quoi. Ça first dans tous les sens. Voilà. Et donc tu en as fait quand même une vidéo. Donc voilà, j'ai quand même réussi à faire une vidéo qui était pas évidente à synthétiser et je pense que ça se sent dans la vidéo, que c'est un petit peu le bazar. En réussissant à tomber sur mes pattes à la fin sur une espèce de pirouette qui sent énormément l'artificiel, mais c'est pas grave. Et donc à la fin de cette vidéo, je pose une question qui est un tout petit peu plus cadrée, c'est comment envoyer l'humanité dans l'espace. Et donc là, je me dis, envoyer l'humanité dans l'espace, c'est un truc simple, voilà, c'est mettre l'humanité dans l'espace, puis l'espace, c'est là. Là, je me dis, ça va bien se passer, c'est une question simple, il va y avoir plein de façons différentes d'imaginer le truc, ça va, vraiment, on va avoir le bon truc qui va partir.
Très bien. Et ça a été pire que tout. Mon Dieu. Ça a été pire que tout. J'ai jamais autant souffert de ma vie, je pense. Alors, en fait, pour te dire, j'ai pris l'ensemble des commentaires que j'ai compilés sous un fichier texte et puis je les ai mis sur mon Kindle et ça faisait un petit bouquin que je me suis enfilé pendant quelques jours. Alors, combien de pages? Et c'était vraiment... je sais plus, je pense que ça faisait un bouquin de 200 pages, un truc comme ça, 150 pages. Oui, bien. C'était même plus long que mon propre truc que j'ai écrit, quoi. On donne de notre personne quand même pour les abonnés, c'est beau. Non, mais c'est... Bah non, mais après, pour ceux qui se demandent, il y a en amont des vidéos, vraiment, il y a toujours un travail de dingue. Et en aval, lorsqu'on doit répondre aux commentaires ou en tenir compte aussi, et c'est encore pire, parce que du coup, tu réclames les commentaires. Alors là, on nous redemande ce qu'est un média horizontal. Ouais. On l'a dit en début d'émission, mais ça pourrait être pas mal de le rappeler. Alors, le média horizontal, c'est à l'opposé du média vertical qui est type télévision. Le média horizontal, c'est lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre celui qui décide de ce qui est diffusé et les personnes qui le reçoivent. Puisqu'en fait, sur YouTube, Léo, il décide de ce qu'il va faire, il le fait, il l'écrit, il le filme, il le monte, il le propose, et c'est lui qui reçoit les réactions. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est immédiat. Interaction directe. Et il y a le deuxième aspect. Il y a aussi un autre... Voilà, vas-y. Oui, pardon. Le second aspect, t'allais le dire. J'allais le dire, mais bon, ça sera la dernière partie de l'émission. C'est l'aspect horizontal, à savoir qu'il y a plusieurs créateurs et on est tous au même niveau. Plus ou moins, certains sont quand même un peu plus avancés que d'autres, certains sont un peu plus famous que d'autres, etc. Mais on a entre nous une proximité qui fait que, voilà, il n'y a pas de hiérarchie et on est capable de se rencontrer et d'échanger et voire de collaborer. Donc il y a aussi cet aspect-là qui fait qu'il y a un réseau. C'est ça que tu voulais dire ou pas du tout ? Oui, en fait, moi, c'était plus l'aspect que n'importe qui peut s'exprimer vraiment. C'est en faisant n'importe quoi. Non, non, c'est pas ça. Mais tu peux, par exemple, pas aller à France Culture et prendre le micro pour parler de, je sais pas, le truc qui t'intéresse. Sur YouTube, tu peux le faire, tu vois. On peut essayer d'aller à France Culture. Sydney, on va à France Culture ? Ouais, allez. C'est parti, France Culture. Jugé. Ah non, c'est Arte. Même si j'aime beaucoup France Culture, il n'y a aucun problème. Parfait, aussi. Donc alors, tu as fait cette expérience et donc tu as eu des commentaires, dans plus de 200 pages de commentaires pour la question « Envoyer l'humanité dans l'espace ». Voilà, et là c'est vraiment parti dans tous les sens, mais à plusieurs ordres de magnitude de plus que la vidéo précédente. Okay. Donc là c'était un cauchemar pour moi, vraiment. Et pour te dire, en fait, vraiment là, le pourcentage de commentaires que j'ai réussi à utiliser était encore plus mince. Je crois que c'était presque de l'ordre de 3%, un truc comme ça. Oui, quand même. C'était vraiment... Ouais. Ah oui, là c'est vraiment ridicule. Donc, le sturgeon est écrasé, en fait. Oui. Ok. Il est dans la moyenne basse. En fait, je pense qu'il y a eu un problème de synchronisation, c'est qu'il y a eu le film Interstellar qui était sorti il n'y a pas très longtemps avant. Oh. Et du coup, tout le monde avait forcément envie de parler du voyage interstellaire, qui n'est absolument pas la même chose que le fait d'envoyer l'humanité dans l'espace. Oui, voilà. D'accord. Et donc en fait, je pense qu'il y a largement plus de la moitié des messages qui sont sur le voyage interstellaire, qui est déjà toute une autre problématique. Enfin, faire vivre l'humanité dans l'espace, c'est pas juste pareil que l'envoyer dans l'espace. Enfin, bref. Toi, ton but, c'était d'envoyer les gens dans l'espace et puis là où ils crèvent, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, voilà, tu les envoies dans l'espace et puis la question est répondue, quoi. C'est bien, je suis d'accord. Exactement. C'est France Culture qui s'en occupe. Toute responsabilité. Ouais, c'est ça. Après, c'est une fois qu'elle est dans l'espace. Et donc cet épisode, voilà. Comment tu l'as construit après? Et ben en fait, là c'est l'échec total de Let's Play Science. Ça me fait mal de le dire, mais c'est un échec. Parce que pour moi, c'est un truc qui devrait être écrit depuis le bas et qui devrait être quelque part synthétisé par moi qui fais le tri, mais pas plus. Mais en fait, là, j'ai pas pu du tout procéder par ça. J'ai tout simplement écrit mon truc. Ça me fait mal de l'avouer, mais voilà, j'ai écrit mon script et en fait, j'ai pris des commentaires pour illustrer les exemples. C'est absolument pas le but de Let's Play Science, donc c'est un échec total. Voilà. Donc j'espère en refaire un autre. Et là, tiens, on peut en profiter. Allons-y. À tous les gens qui sont dans le chat, c'est le Let's Play Science 4. Si vous avez des idées sur comment faire un Let's Play Science, le sujet du Let's Play Science, voilà, comment faire un Let's Play Science. Nouveau sujet de Let's Play Science. Alors, ne faites pas exploser notre standard, vous irez sur la chaîne de Léo pour répondre à ces questions. Voilà. On va te laisser gérer parce que là, on ne pourra pas gérer les commentaires, on ne va pas faire un bouquin de 200 pages. Mais oui, d'accord, donc l'expérience continue, mais du coup, tu veux maintenant, en fait, tu fais de la méta, du méta Let's Play Science, c'est-à-dire que tu vas faire un Let's Play Science sur Let's Play Science. Ouais, je pense que je vais finir par le faire. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais le faire, mais il faut que je le fasse parce que il faut faire évoluer le concept. De toute évidence, il faut que je mette en place un système pour trier les commentaires avant que je les lise. Enfin, il faudrait qu'il y ait une sorte d'auto-tri
Un système un petit peu comme ce qui se fait sur d'autres sites. Ouais, de cooptation des contributeurs les uns par rapport aux autres. Pour les, je sais pas, par exemple, il y a peut-être des gens qui programment dans les auditeurs. Ils doivent connaître Stack Overflow. Donc c'est un site où en fait les choix sont choisis par la communauté. Reddit c'est pareil. Reddit c'est un truc communautaire où en fait les meilleurs messages remontent tout en haut de la page parce que c'est la communauté qui valide les meilleurs messages. Ouais. Et puis les plus mauvais tombent. Et donc en fait ça, en théorie, ça devrait exister sur YouTube. En pratique, ça marche pas. Voilà. Donc, il faut trouver un nouveau système. Il faut que, je sais pas, que j'envoie les commentaires sur Reddit ou que je les envoie, je sais pas, sur un forum. Faut que je trouve. Et puis il y a des gens qui vont programmer un truc et te proposer leur aide pour créer une interface où les gens pourront contribuer et voter les uns par les autres et faire émerger les solutions les plus intéressantes. Peut-être qu'un nouvel outil serait nécessaire, je sais pas, peut-être que des outils qui existent déjà sont suffisants à voir. Je suis positivement certain qu'il y a des gens qui réfléchissent à ce genre de questions en ce moment même et que dans les années à venir, on va avoir des interfaces pour ça. Et j'ai vu d'un œil que Jeff du Psylab fait remarquer que régler le problème de Let's Play Science, ça serait régler le problème, en tout cas, c'est le problème de l'horizontalité. Si tu as réussi à faire fonctionner Let's Play Science, d'une certaine manière, tu démontres que l'horizontalité existe pour de vrai. Alors, du coup, je voulais en profiter un petit peu parce que j'ai fait des petites recherches ce matin pour préparer votre émission. Et du coup, j'ai fait... Pas du tout, on arrive les mains dans les poches. Non, mais je sais, vous êtes complètement random, là. YOLO. Ouais. Donc, en fait, j'ai regardé un petit peu du côté anglophone, les chaînes YouTube anglophones, et je me suis rendu compte que sur le YouTube anglophone, ils étaient beaucoup plus, entre guillemets, horizontaux. Ils avaient beaucoup plus cette idée de la communauté qu'on a en France. Et je me suis dit, cette phrase qui était terrible dans ma tête, terrible, c'était qu'en France, on faisait tous, mais presque tous, de la télé autoproduite sur Internet. Et ça m'a fait mal dans mon petit cœur, tu vois, parce que dans ton petit cœur. Parce que si on vient sur Internet, c'est pas pour faire de la télé, c'est justement pour faire de l'Internet, tu vois. On n'a pas envie de reproduire le même schéma. Quelle différence, tu vois qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quoi l'élément crucial qui différencie les deux? En fait, le truc, c'est que les gens postent leur contenu et bon, je sais pas, ils répondent à leurs commentaires ou pas, mais en fait, ça ne les influe pas du tout. Ça n'influe pas du tout sur leur façon de faire leur travail et sur les sujets qu'ils font. En général, la communauté, elle est juste là, hyper passive, et elle regarde le contenu, elle absorbe le contenu, et elle se barre, tu vois. Et en fait, il y a très très peu d'interaction. Par contre, côté anglophone, et en particulier au niveau US, oui. Non, vas-y. Je pense que ça rejoint un petit peu, mais vas-y, termine, parce que les deux idées que tu as évoquées rejoignent ce que j'allais dire. Termine. Alors, il y a quelques exemples, mais niveau côté anglophone, tu as PBS ID Channel, qui est une super chaîne que je recommande très fortement. Lui, ce qu'il fait à la fin des épisodes, c'est qu'il lit les fils de discussion qu'il y a dans les commentaires, en fait, et il explique à quel point certains commentaires sont très intéressants. Il y a eu des débats intéressants dans la dernière vidéo, allez voir, c'est cool. D'accord. Donc là, en fait, il profite des commentaires pour relancer une discussion, une espèce de débat là-dessus. Tu as des mecs qui ont des forums à eux, genre un mec qui s'appelle, alors je vais peut-être écorcher le nom, je crois que c'est Extra Credit, je suis pas sûr. Bref, lui, il a un forum à lui, il a toute sa communauté qui est là-bas, et puis il discute sur ce forum-là, un petit peu comme la vidéothèque d'Alexandrie en fait. Sauf que lui, c'est sa chaîne à lui. Et nous saluons nos amis de la vidéothèque d'Alexandrie, coucou les amis si vous les écoutez. Oui, coucou. Oui, coucou. Et tu as, je sais pas, tu as The Frank qui est alors c'était même avant YouTube, je crois. Mais lui, en fait, il avait une communauté tellement folle que il leur a lancé des défis, si tu veux. Et par exemple, il y avait un défi, il a eu une idée. Donc ce mec est absolument barge, mais il est aussi barge qu'il est génial. Et en fait, il leur a proposé, vous savez ce qu'on dit, de réussir à faire un génie, ça n'est qu'un fou avec du public. Oui, mais alors là, c'est exactement ça. En plus, il était vraiment suivi. C'est aussi Tim Minchin. Donc, ce barge, qu'est-ce qu'il a fait avec son public? Donc voilà, en fait, le défi, c'était de faire le sandwich le plus gros du monde, et le sandwich devait faire la taille de la planète. Ah oui, et comment faire ça? En mettant une tranche de pain à chaque antipode, tu vois. En fait, tu mets la Terre en sandwich. Ah non. Et en fait, il a quand même réussi à organiser ce truc-là avec 2 membres de la communauté qui ont réussi à placer 2 tranches de pain, prendre une photo, au même moment. et voilà, c'est absolument génial. Ils ont fait plein de trucs comme ça. Ils ont un sandwich de planète, c'est parfait. Ils ont collectivement écrit, donc sa communauté a créé un wiki
et ils ont collectivement écrit un épisode de façon complètement bordélique, mais ils ont écrit le truc et lui il l'a réalisé et il l'a mis sur la chaîne. Mais du coup, est-ce que tu penses que toi ce serait viable sur un Let's Science d'avoir un wiki que si ça part dans tous les sens Le problème, c'est que si tu veux faire de la vulgarisation, c'est le principe de Let's Play Science, mais le problème, si tu veux faire de la vulgarisation, c'est plus dur, parce que tu veux avoir une espèce de démarche, puis un truc pédagogique, tu veux être sûr de ce que tu racontes. Bien sûr. Alors, avant si tu veux faire de l'oulipo ou un truc rigolo, c'est possible, tu vois. Et du coup, Vlad, par rapport à... Il y a eu des tentatives comme ça. Je pense à Paul de Question Con qui avait fait Les Ampoules Grillées, dans lequel il demandait à son public de décider de la suite de l'histoire qu'il devait réaliser. Mais encore une fois, là, c'est plus de la création. Mais c'est ce qu'il disait, justement. Il parle de l'Oulipo, on est clairement là-dedans. Oulipo, dadaïsme, tous ces trucs-là qui sont... Mais si je peux me permettre... Non, tu te permets pas parce que j'ai pas fini. Ah bah vas-y, va. Il a raison, parce que je coupe trop les gens, moi. Oui, j'en ai marre. Je coupe trop les gens. J'allais dire, effectivement, dans les pays anglophones, ils sont plutôt en avance sur nous là-dessus, mais il y a une autre chose sur laquelle ils sont en avance, et au risque de me méprendre sur le plan corrélation-causalité, ça fait un petit moment qu'ils sont en avance au niveau des émissions culturelles sur YouTube. Et je pense que les émissions culturelles sont un terrain bien plus fertile à l'implication intellectuelle des spectateurs et par conséquent à leur envie de participer aux commentaires et d'engendrer de la discussion. Du coup, est-ce qu'on n'est pas quelque part dans une bonne mouvance qui va nous amener vers ce type de choses-là en France ? Parce que le boom émission culturelle, c'est très récent au fond. Ça fait quelques mois. Si, mais je suis hyper optimiste. Hein. Franchement, je le suis clairement aussi. Mais justement, par rapport à ce fonctionnement que tu évoques, alors j'ai prêché un peu pour ma paroisse, mais nous, dans la tranche ambière, on a justement ce mode de fonctionnement-là. Par exemple, la pastille de Vlad sur l'athéisme, il l'a écrite parce qu'on avait dans les commentaires plein de gens qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, en fait, qui utilisaient le terme à tort. Du coup, on a fait une pastille, il l'a écrite, on a fait cette pastille. C'est presque un lexique utilisatif, parce que les gens avaient tellement de mal à comprendre où on voulait en venir quand on parlait d'athéisme, que du coup, on a donné la définition... qui n'est pas qui est celle que nous on applique. Voilà. Mais c'est vraiment c'est directement né des commentaires. C'est parce que la communauté avait ces débats stériles, bien sûr, ça se sortait la queue, où toujours on revenait sur des accusations de dogmatisme, etc., qu'il a fallu qu'on fasse ça. Et puis on a le point dans la tronche, où justement on écoute ce que nous disent nos spectateurs par rapport à un épisode, et si un truc qui n'est pas bien passé ou une erreur, etc., on revient dessus, voilà. Et donc pour le coup, c'est très très horizontal. On a ce fonctionnement-là, nous, qu'on n'a pas trop vu ailleurs, donc c'est pas copié. On a eu l'idée, peut-être que ça existe ailleurs, mais nous, on a fait spontanément, et c'est pas compliqué. Donc je pense que d'autres peuvent le faire. Ça n'a rien de compliqué. Mais en même temps, le programme de l'émission, un peu comme toi, on a nos thèmes. Tu as tes thèmes que tu veux faire et rien ne t'empêche. Nous, en tout cas, ils sont écrits, on va les faire. Mais entre-temps, on peut revenir sur ce qu'on a fait avant. C'est aussi pour ça qu'on a fait les pastilles, c'est pour pouvoir parler d'autres choses et réagir un petit peu. Je veux dire, c'est pas la première pastille de Mandax, la réponse. C'est la troisième, je crois. C'est la deuxième. Réponse à Top Mais en fait, tu vois, c'est deuxième. D'accord, parce que ça, c'est une vidéo qu'on nous a envoyée et qui nous a semblé intéressant de commenter. Vas-y, Léo. T'as quand même, t'as plusieurs niveaux d'horizontalité, on va dire. Les gens, disons, le public peut interagir à plusieurs niveaux. Ils peuvent t'aider à construire ton contenu. Alors le problème, c'est que, comme on a dit, ça se fait pas très souvent. Ça marche pas très bien quand tu essayes de le faire. Il faut vraiment réussir à trouver les bonnes techniques pour le faire. Et dans la vulgarisation, tout reste à inventer pour faire interagir le public. Bon, ok. Mais le truc, c'est que par exemple, le public est très efficace pour te faire vivre. En tant que moi j'en vis, comme on a expliqué au début, plus de 2 tiers en fait de mon revenu vient directement du public. Il n'y a pas que moi, la plupart des vidéastes comme Fossoyeur, tu as Nota Bene aussi, tu as je pense comment il s'appelle, Pouillou, il fait aussi du crowdfunding, lui, il fait des grosses campagnes de crowdfunding pour faire toute une saison. Bon bref. Il y a un exemple comme ça aux US où en fait c'est les Vlog Brothers, donc c'est Hank Green et puis son frère, comment il s'appelle, Frank, non, Hank et Frank, ils auraient pas osé quand même. En bref, c'est les frères Green. Ils sont super connus et eux, ils ont en fait monté une espèce de communauté dont j'ai oublié le nom, mais il y a Nerd et Fighter, c'est peut-être les Nerd Fighter, un truc comme ça. Et en gros, leur communauté, elle est soudée autour du concept qu'ils
il faut réussir à devenir meilleur que le monde il est, tu vois, parce que le monde il pue, alors nous on va devenir mieux que ça. Et en fait, ils ont, avec cette espèce d'esprit vraiment de l'amélioration, ils ont réussi à monter une communauté qui est devenue immense, parce que c'est des superstars aux États-Unis. C'est aussi des superstars de la vulgarisation, hein, parce que c'est eux qui font Crash Course et C-Show. Ouais. 2 gros shows de science. Et en fait, avec ce truc-là, ils ont réussi à faire apporter énormément de sous pour des associations caritatives, et je crois que ça se chiffre en millions. Oui. Leur communauté a donné des millions à des associations caritatives. Donc, Bon, après, même si, en France, si tu c'est veux, pas le même public ne peut domaine. pas participer. Mais Comment ça on n'a pas la même gamme de public. Aux États-Unis, il y a quand même 260 millions de personnes potentiellement accessibles. Nous, on en a 5 fois moins, quoi. Oui, et Donc, puis même, comme on disait tout à l'heure, c'est un terrain qui est tout neuf. voilà, on n'a pas encore cette culture-là. Mais en effet, Oui. mais comme tu dis, pour voir l'avenir, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais avec Dave sur peut-on voir le futur. En fait, il suffit de regarder au-delà de l'Atlantique pour voir ce qui va arriver en France en termes de culture et d'Internet. Donc voilà, Bien sûr. on voit à Pour peu voir près l'avenir français, tu regardes le passé américain. C'est ça. Voilà. assez Tendance. marrant. de ce qui se profile. Donc, et du coup, c'est plutôt un avenir qui est plutôt bien. Ben, franchement, ce serait très chouette, oui. Ce serait très chouette. Ça voudrait dire qu'en France, dans quelques années, on aurait plusieurs vulgarisateurs qui vivraient complètement indépendamment sur YouTube, qui de temps en temps feraient des documentaires comme Veritasium. Il a fait un documentaire sur l'uranium là récemment. T'aurais des mecs qui écrivent des bouquins, en même temps ils font des vidéos, en même temps ils font des vlogs. C'est bien ça. Et ils s'en sortent très très bien dans la vie. Bien sûr. Tu vois, donc ça serait vraiment parfait. Et puis une communauté en permanence en train d'émerger, en train de participer. Ce serait Donc là, formidable. on est en train formidable. on est en train d'essayer de démontrer, je crois, que Internet a vraiment un rôle particulier. Pour revenir un peu sur le thème de l'émission, voilà, Ah oui. que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, quoi. Cette vraiment. capacité, cette démocratisation de l'accès aux médias, de l'accès au public, des gens qui dans leur coin, un peu comme autrefois, des gens dans leur garage ont construit des startups qui valent des milliards. Alors actuellement, on peut avoir des vidéastes qui peuvent créer des formats qui vont avoir un succès et qui vont changer un peu le monde, quoi. Soyons fous. Surtout en France où il n'y a pas vraiment une énorme culture de la vulgarisation. Enfin, bon, je trouve personnellement, c'est Intéressant. quand même assez limité. Je suis d'accord. Il Mais, manque un relais mais en fait- entre le monde des sciences et le public. Et la télé Ouais. a joué ce rôle-là, mais elle l'a pas joué à fond, autant qu'elle aurait dû. Et la télé ne le joue plus du tout maintenant. À l'heure actuelle, c'est quand même fini. Il y a plus de. Enfin, maintenant, la télé, je l'ai plus. Donc, peut-être que je ne suis pas un bon juge. Ne me regarde Non, pas, il J'ai n'y le a pas la télé. sentiment que la télé ne joue plus ce rôle-là. Je crois que la plus grosse émission de vulgarisation, alors je mets des guillemets, je devrais pas parce que c'est un peu méprisant, mais bon, je mets quand même des guillemets parce que je suis quelqu'un d'absolument Allons-y. exécrable. C'est grave. La plus grosse émission de vulgarisation sur France Télé, ça doit être On n'est pas que des cobayes, et bon, voilà quoi. Oui, je vois. C'est plus du spectacle. Voilà, Bon, c'est intéressant ce qu'ils font, mais c'est du spectacle plus que Tu regrettes, c'est pas sorcier. Voilà. Ouais. Et c'est pas sorcier, c'était pas non plus la panacée parce que c'était pour un public relativement jeune et la vulgarisation c'est juste à la retraite, il n'y a pas de raison. Oui, puis je pense qu'il y a plein de sujets qui sont extrêmement intéressants et ludiques, même pour les gens adultes, quoi. Il y avait plein de trucs complètement dingues que la science peut nous faire comprendre. Donc, bon. Je pense qu'on va refaire une dernière pause musicale avant de passer à la dernière partie qui sera sur la communauté des vidéastes. On a déjà plus ou moins évoqué le fait qu'on a des vulgarisateurs, on a une communauté de vidéastes, on se connaît plus ou moins les uns les autres, et on va essayer de discuter, est-ce que Internet est un média, un environnement différent pour la relation entre les créateurs de contenu. Non, ça te va, ça, Léo, comme thème pour la prochaine partie? Parfait. Voilà, on finira là-dessus. Donc je passe la parole à Vlad qui va nous dire juste oui, on a une question pour Léo. Oui, du coup tu vas regarder le micro quand tu me parles. Je sais, ça n'a aucun sens, mais parce que sinon je me tais. Vlad, ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que tu es en train de parler dans les WC. Oui, tout à fait. J'allais te demander ton avis sur... en fait, c'est pas moi, c'est Mandax qui veut te poser la question, mais comme c'est moi qui interviens quand on parle de musique, je vais te poser cette question. Voilà, ton avis sur la panspermie. On expliquera après ce que veut dire ce mot très très vilain. Et ô combien évocateur. Tu fais que repousser le problème. Oui. Mais c'est intéressant, mais ça fait que repousser le problème. Mais j'aime beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose dont tu comptes parler dans une émission?
Oui, bien sûr. L'astrobiologie, c'est à balle, c'est clair. C'est super intéressant. Parce qu'en fait, la chanson parle un peu de ça. Voilà, la chanson parle de la panspermie. Donc l'hypothèse selon laquelle la vie viendrait Alors, ça s'appelle comment, c'est qui? de l'espace. C'est Ride the Comet, chevaucher la comète, ce n'est pas une image, du groupe Ayreon, qui est un groupe assez exceptionnel que je vous conseille d'écouter aussi. Voilà, on a que de la bonne musique. Voilà, on aime bien la bonne musique. Et c'est dans la tronche en live sur Radio Campus Lorraine. Bien, alors donc, dernière partie de l'émission, pour parler de l'horizontalité dans le sens où il existe une communauté de vidéastes, de vulgarisateurs en particulier. Il y a notamment, pour en dire deux mots, la vidéothèque d'Alexandrie, qui est une communauté où les gens, il y a un forum où on se rencontre, on discute. Et puis il y a, en dehors de tout contexte, de toute organisation, il y a juste les vulgarisateurs qui entre eux se connaissent. Et il y a une sorte de synergie, c'est-à-dire, enfin, je vais laisser la parole à Léo qui a sur ces sujets-là pas mal d'idées en fait. Voilà. Oui, effectivement, tu as une grosse synergie. Je pense que c'est un petit monde. Hein. Si tu regardes le nombre de vidéastes sur YouTube, c'est pas énorme. Surtout dans le monde de la vulgarisation, tu dois en avoir quoi, une vingtaine, une trentaine. Donc tu as vite fait le tour et tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Pardon ? Maintenant, je pense qu'on est facile dans la cinquantaine. Hein, il y en a bien plus. Bon, des grosses chaînes, non, mais... Alors, oui, voilà, je dois pas connaître tout le monde parce que je suis pas hyper au taquet pour découvrir les nouvelles chaînes. Des chaînes de plus de 20 000 abonnés, peut-être qu'il y en a qu'une vingtaine, une trentaine. Encore que. Mais sinon, il y en a... Je parle de la vulgarisation, hein, vraiment. Oui, mais pareil, je pense qu'il y a... Ok. D'accord, alors je dois vraiment être à la masse. Mais bon, c'est possible aussi. Je suis pas au courant de tout non plus, mais enfin, en tout cas, voilà, ça se développe pas mal, et plus ça va, plus les petites nouvelles grandissent vite, en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui. Voilà. Alors voilà, donc comme c'est un réseau, on se rencontre. On a tendance à bien aimer travailler ensemble parce que mélanger les compétences, c'est super chouette, et en général, ça mène à des vidéos assez cool. Je suis en train de penser à... C'est relativement égocentrique, mais je pense à la collaboration qu'on a fait avec Dave de Histoire Brève, où on a pu parler d'histoire, et puis moi de mon côté je parlais plutôt de la science qui est derrière, en fait, qui tente de faire de la prédiction de l'histoire. Donc mélanger les compétences comme ça, c'est vraiment chouette, ça mène à des trucs très chouettes. Donc forcément tu as un espèce d'effet de synergie, parce que quelque part le vidéaste qui est moins connu des deux, quand il va faire une collaboration, eh ben, l'audience du vidéaste connu va avoir tendance à aller voir les vidéos du vidéaste moins connu. Donc tu as cette espèce d'effet de vase qui se remplissent comme ça, tu vois. Donc pour l'instant, on a vraiment un effet de synergie. On se partage les uns les autres. Moi, j'essaie de partager des petites chaînes qui ont moins de 10 000 abonnés. T'as partagé une chaîne avec deux zigotos en blouse blanche il y a 6 mois, je crois. Et en fait, ils ont triplé leur audience grâce à toi. Et ils étaient contents. Hein. Ouais, mais voilà, c'est ce que je dis. Donc des fois, tu fais aussi des erreurs. C'est pas grave. Ça arrive. Il faut assumer maintenant. Oui, tu l'assumes. Tous les jours, tu te réveilles le matin, tu te dis mince, qu'est-ce que j'ai fait. Désolé. Donc voilà, donc tu essaies de partager des gens, et en général ils en profitent, et puis toi ça te nuit pas du tout, donc il y a vraiment un effet de synergie, et pour l'instant on voit pas trop un effet de compétition. Voilà, bon, donc ça c'est un peu le marché est pas encore encombré, et a priori plus il y aura de chaînes, enfin à l'heure actuelle plus il y a de chaînes de vulgarisation, plus les gens vont avoir envie d'en voir, en fait. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Pour l'instant, a priori, c'est plus ça va, plus ça va. Donc, venez. C'est une fête où, quelque part, le montant total de bouffe est illimité, quoi. Voilà, c'est pas un jeu à somme. Mais voilà. Mais il semble que... Donc, on en discutait avec un vidéaste qui vient d'apparaître récemment sur YouTube, qui fait Stupid Economics. Et donc, lui, il a une formation d'économiste, hein, comme son nom l'indique. Et il a lancé une grosse réflexion sur ce sujet-là en expliquant qu'il y avait de fortes chances que le jeu change un de ces jours et que ça devienne un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'on finisse par se partager une quantité, une ressource limitée. Et qu'à partir de là, à partir du moment où tu as une ressource limitée, il y a de la compétition pour la ressource. Donc on verra bien comment ça évoluera dans le futur. Peut-être qu'effectivement, cet effet de synergie va atteindre une limite, on verra bien. Pour l'instant, de toute façon, ça marche, donc voilà, on en profite. Voilà. Donc, et à l'heure actuelle, ce qui fonctionne bien, donc c'est
plus on s'entraide les uns les autres, plus ça nous aide aussi. Bon, après, il faut aussi avoir à l'esprit que c'est un truc qui échappe parfois à certains commentateurs, enfin certains spectateurs qui font des commentaires, c'est que tous ceux qui font des vidéos n'ont pas forcément comme but d'avoir des millions d'abonnés. Ils sont pas là pour gagner leur vie avec ça. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on fait une collaboration avec quelqu'un qu'on est une putaclic, pour reprendre le terme consacré. Voilà, la putaclic. Ah oui, non, tout à fait. Des fois, on peut tout simplement apprécier le travail de l'autre personne. Il y a le fait que c'est comme les gens qui font du théâtre. Juste, ils ont envie de... Ça leur fait plaisir. C'est comme les gens qui font de la musique, etc. Il y a des gens qui ont cette compétence-là, qui ont cette envie de partager. Et c'est beau. Voilà. Et ils donnent de leur temps. Et, ça m'émeut très fort. Voilà. Et à l'heure actuelle, on est capable, parce que c'est un média horizontal, qu'on est tous plus ou moins à égalité, de se partager les uns les autres et de s'apporter les uns aux autres. Et plus on aura, comme je l'ai dit, plus on aura de gens qui apporteront de la bonne vulgarisation, plus ça apportera le goût de la bonne vulgarisation aux gens qui suivent. Justement, ça parle des frères Bogdanov dans le chat. Alors, dans le genre mauvaise vulgarisation, ça se pose là. Mais je pense qu'on fera une vidéo sur eux, voire, je mets plein de guillemets, voire avec eux. C'est pas sûr du tout, mais je sais pas, on verra bien. Mais parce que ce serait intéressant de discuter avec ces gens-là. Tu sais, ils aiment bien faire des procès. Hein. Ils ont un peu tendance à faire ça. Oui, ils aiment bien les perdre aussi. Avec le CNRS. Non, mais bon, changeons de sujet. Tout à fait. Mais voilà, en tout cas, donc, comme tu dis, à l'heure actuelle, on a une niche écologique, pour parler biologie. Hein. On a une niche écologique qui est ouverte. Et par contre, du coup, on ne sait pas vers où ça va exactement. Et comme tu as cité Stupid Economics, on ne connaît pas les limites. Voilà, on ne sait pas trop quel temps. Et même au-delà de l'océan, qu'est-ce que ça dit au-delà de l'océan, en fait, tu peux quand même avoir des chaînes qui émergent toujours. Justement, je pense à PBS IG Channel, qui est une chaîne relativement récente. Je pense que seulement en avril, elle devait avoir, alors je dis seulement entre guillemets, elle avait seulement 200 000 abonnés, et aujourd'hui elle doit être à 600 000, il faudrait vérifier, mais bon, c'est dans ces eaux-là. Donc en fait, il y a encore de la place, si tu veux, pour qu'il y ait de la croissance, mais il y a peut-être aussi des gens qui arrêtent, donc il y a peut-être aussi tu sais, une sorte de turnover comme ça, une sorte de remplacement de vidéastes. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps des gens, il est limité, le nombre de gens, il est limité, donc a priori, le nombre de vues, il est limité aussi. Oui, voilà. Au final. C'est tout bête. Hein. Il y a une limite quelque part à trouver. Bon, le truc, c'est que pour l'instant, en France, je pense que le nombre de gens potentiels qui peuvent aller sur YouTube, il n'est pas du tout rempli, quoi. On n'a pas atteint le nombre de gens potentiels. On a un système largement ouvert pour l'instant, et on a des intrants, etc. Mais du coup, en termes de différence de médias par rapport à la télé, etc., qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est différent ? En quoi c'est différent ? Je pense que je sais pas exactement ce qui fait que la télé a cette compétition féroce entre les chaînes, etc. C'est peut-être parce que à la télé, tu pouvais regarder qu'un seul truc en même temps, et qu'une fois qu'il était passé, tu pouvais plus le regarder. Donc il y avait peut-être ce côté-là qui fait que c'était extrêmement compétitif vis-à-vis d'un programme qui pouvait passer en même temps. Et alors que sur YouTube, non, tu peux tout regarder à la suite parce que tout est là en permanence, donc il n'y a pas vraiment cet effet de ça coule, tu vois. Mais par exemple, j'ai eu dans nos questions Ask quelqu'un, j'ai pas répondu parce que j'ai pas la réponse, et qui nous demandait mais comment est-ce qu'on explique qu'à l'heure actuelle, avec le développement de YouTube, la télé continue d'exister. Parce qu'il y a quand même plus de gens dans la télé encore qu'à l'heure actuelle. Je suis pas certain que la télévision. J'ai pas les chiffres. Mais... Je suis pas certain que la télévision et YouTube aient le même objectif. D'ailleurs, dans son bouquin, Desmurger en parle. Le rapport entre la télévision et Internet et les vidéos sur Internet, c'est pas un rapport de remplacement, c'est un rapport d'addition. Parce que les personnes qui ont envie d'avoir un rapport passif avec ce qu'ils vont consommer vont plutôt se tourner vers la télé, un rapport un petit peu plus actif vont plutôt aller vers YouTube, a priori. Donc les heures passées devant YouTube ne sont pas des heures qu'on retire à la télé. Ouais. C'est ça. Je sais pas trop parce que franchement, il me semble que la télé, elle est en crise. Enfin, en tout cas, pour avoir discuté récemment un peu avec une boîte de production qui est vraiment au sens traditionnel du terme, c'est des gens qui font des documentaires ou des trucs très institutionnels. Donc c'est pas des gens qui font du contenu télé ou très rarement, du contenu internet, je veux dire. Ils font très rarement du contenu internet, ils font plutôt du contenu télé. Et donc il m'expliquait que
que la télé est en crise. Il y a vraiment, ils comprennent pas ce qui se passe, cette espèce de shift, ce décalage vers Internet, ce décalage de la production sur des trucs comme ça, des petits producteurs comme nous, sous-payés, mais bon, qui font des trucs un peu à l'arrache et qui marchent comme ça. Donc, ils comprennent pas. Franchement, ce genre de personnes sont surpris et Bobby qu'une personne qui, comme moi, n'a zéro compétence en montage au début, puisse faire 200 000 vues sur une vidéo où je parle des dragons, quoi. C'était mon premier montage de ma vie et il est tout pourri. Enfin, honnêtement, la vidéo est pas, elle casse pas de briques, quoi. On avait pire. Il y a toujours pire, mais c'est... Ta première vidéo est objectivement jamais très très bien. Mais donc voilà, tout ça pour dire que eux ils ne comprennent pas en fait ce nouveau modèle et je pense qu'ils sont un peu en crise. Et je sais pas s'ils ont une chute d'audience, mais ça m'étonnerait pas parce que les jeunes qui sont censés être l'audience future de tout le monde, ils se désaffectent de la télé, donc ils viennent de plus en plus sur YouTube. Tu demandes à un jeune de 13 ans aujourd'hui, c'est qui ta star, il va te répondre Cyprien ou Squeezie, tu vois. Okay. Et il va pas te répondre Drucker, c'est mort, non, c'est pas possible. Justement, bon, pour nous on est une petite chaîne, ça compte pas, mais les gens comme toi, comme Nota Bene, comme je sais pas, les gens qui ont 100, 200 000, 300 000 abonnés, Bruce, etc. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'argent? Tu vois, on parlait du modèle économique qui, pour toi, par rapport au boulot que tu as bas, par rapport aux gens qui te regardent, c'est quand même misère, quoi. Par rapport à des gens qui passent à la télé à 23h, moins de gens qui les regardent, mais ils ont des salaires à la fin, les mecs. Ou à la radio. Oui, bien sûr. Comment ça se fait que les gens ne se soient pas rendus compte qu'il y avait du public, là, quoi? Voilà, je pense que c'est surtout ça, parce que d'un autre côté, les gens qui font des vidéos sur YouTube ont beaucoup moins d'impératifs. Et du coup, beaucoup moins de personnes qui vont leur donner de l'argent pour leur imposer ces impératifs-là. Attends, moi j'irais jusqu'à la base. Le modèle économique de la télé n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que il y a la pub. Clairement. Certes, t'as la pub, t'as la redevance, t'as le CNC qui finance tous les documentaires, tout ça, les petites émissions. Donc c'est écrit à la fin, financé par le CNC, Centre National du Cinéma. Le Centre National du Cinéma prélève un impôt sur tous les films que tu vas voir. Donc en fait, ils ont ces sources de financement qui n'existent pas du tout sur Internet. Donc forcément, ils ont des sous que on n'a pas. Mais est-ce que toi, par rapport aux gens que tu vois, est-ce que tu vois le shift se produire? Est-ce qu'il y a des choses qui se déplacent vers Internet pour produire du contenu? France 4, c'est tout. Okay, ouais. C'est-à-dire, tu veux dire des boîtes de production traditionnelles qui viennent vers Internet? N'importe quoi qui peut amener de l'argent pour l'application, mais ça peut être pour n'importe quel type de contenu sur Internet. À l'heure actuelle, il n'y a pas tellement d'argent, quoi, c'est ça? Non, alors je voudrais juste d'abord parler des boîtes de production traditionnelles qui vont sur Internet pour expliquer en fait pourquoi ça marche pas bien. Donc en fait, tu as des exemples, tu en as plein. En général, c'est des exemples tristes parce que ça finit rarement bien. Des boîtes de production qui étaient habituées à faire des trucs à la téloche et qui viennent sur YouTube en se disant chouette, nous aussi on va gagner de la YouTube monnaie. Voilà. T'as un super exemple avec Crash Course. Avec quoi? Crash Course. Non, pas Crash Course, Crash Toast, pardon. Crash Toast, c'est Pierre Barthélémy, donc le blogueur, le super blog passeur de science sur Le Monde. Oui. Ils ont tenté l'expérience, ils ont fait une chaîne YouTube, mais avec une boîte de prod. Donc, boîte de prod, derrière, tu as un cadreur, un caméraman, un mec qui fait la lumière, je sais pas, un monteur, enfin bref, tu as une équipe de 10 personnes pour faire un truc que toi, tu ferais tout seul dans ta chambre, tu vois. Résultat, leur truc coûte une blinde. Ils ont fait 2 épisodes, ils ont arrêté parce qu'ils ont vu qu'ils avaient, enfin, je sais pas, avec le nombre de vues qu'ils ont fait, ils ont peut-être dû gagner 30 €, quoi. Et ça a dû leur coûter 30 000 €. Donc, voilà. La rentabilité n'était pas au rendez-vous. Non, c'est échec du protocole. Un euphémisme. Mais t'en as plein comme ça. Alors j'ai une suspicion que Professeur Feuillage, c'était un peu la même chose. Je sais pas si tu te souviens, il y avait cette chaîne d'écologie là. Magnifique. En termes de production, nickel. C'est vrai que je sais pas comment ça a été financé ce truc-là, mais c'est un niveau technique très bon. L'image était super propre, ouais. Niveau du contenu, je suis moins. Enfin, tu vois, c'est moins pro, mais c'est bon. Tu vois, Mandax, c'est bon. Tu vois, c'est ça qui fait la différence entre toi et moi. Moi, je l'aurais pas dit. Tu vois? Non, mais tu le dis. Je trouve que c'est bien. C'est plutôt mieux que tout ce qu'on voit partout. Mais malgré tout, je suis déçu que le niveau soit pas aussi bon dans le contenu que dans le contenant. Mais ça reste du très bon. Voilà. Ok, donc en tout cas, oui. Donc l'image est très propre. On va en rester là. Et donc effectivement, ils ont arrêté au bout de 3 épisodes, je crois. Le dernier, c'était sur la chute des abeilles. Et puis, voilà. C'est la fin. Mais c'était une initiative géniale.
Oui, bah, tout à fait. Mais ils ont essayé de faire un crowdfunding et puis je pense pas que ça ait marché. Il y en a dans le chat qui ont parlé de l'émission. Attends, qu'est-ce que c'est le nom? Émission d'histoire assez excellente comme ça. Confession d'histoire. Confession d'histoire. C'est magnifique. C'était écrit. Trop bien. Et a priori, le mec met de sa poche pour faire ses émissions. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, du coup, on fait une pub. On le connaît pas, on n'en a pas l'action. Je l'ai croisé une fois, ce monsieur-là. Il écrit un peu comme Astier. C'est le même type d'humour. L'image est parfaite. Les comédiens sont géniaux. Ils ont des voix. Putain, Confession d'histoire. Pardon, j'ai dit putain. Putain, allez voir Confession d'histoire. Il y a que 2 épisodes, 3 épisodes, je crois. Mais c'est génial. C'est brillant. Et en plus, historiquement, c'est accurate. C'est vrai. Le mec, voilà. C'est une émission drôle et qui dit des choses vraies sur l'histoire. Donc, foncez. Voilà, bref. Donc, de quoi on parlait? De l'argent sur YouTube. Leur modèle. Voilà, je ne sais pas comment il fait, mais il y a du pro dans l'affaire. Forcément. Donc, tout ça pour essayer de revenir sur le sujet de l'horizontalité. Parce que je sens qu'on s'écarte. Mais en fait, c'est relié à l'argent. C'est parce que, voilà, on parlait au début de comment vivre de YouTube. Quel est notre rapport en tant que créateur avec l'audience? En fait, le premier rapport est le plus important. C'est pas super beau à dire, surtout parce qu'en France, on n'aime pas beaucoup parler d'argent. Mais en vrai, le premier rapport qu'on a avec notre audience, c'est qu'elle nous fait vivre. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut expliquer qu'on n'est pas là pour gagner de la thune, mais pour que les vidéastes puissent continuer à travailler, il faut bien qu'ils puissent payer les courses. Ah oui, c'est ça. Rien que ça. Et sans parler de grosses sommes, en effet, le public, quand il donne un type de 5 € à toi, il permet que tu puisses faire ta vidéo. Il me fait un repas, quoi. Mais c'est essentiel. J'ai besoin de manger pour faire des vidéos. Toi, tu manges scientifiquement. Mais non, mais pas avec une telle peau. Tu ne manges pas. Ça pourrait faire l'objet d'une émission de Dirty Biology, d'ailleurs. Voilà. Tu pratiques la photosynthèse, c'est évident. Oui, oui, c'est ça. Ça s'appelle le respirianisme. Ouais, le respirianisme. Je respire beaucoup. Ça. Voilà. Donc voilà. Donc effectivement, il y a un rapport économique qui est très important dans cet aspect de l'horizontalité. C'est quand même, on vit grâce aux dons et c'est ça qui nous distingue beaucoup aussi de la télé. C'est qu'en fait, dans notre rapport, on envisage en fait d'être directement payé par des gens. Tu vois. Et c'est transparent d'ailleurs. C'est beaucoup plus transparent parce que l'argent qui passe dans les boîtes de prod. Il y a eu un scandale il y a 15 ans, plus à France 2, tu sais, les boîtes de production qui, dans les télé publiques, dont on se rendait compte qu'il y avait beaucoup trop d'argent qui circulait dans la poche des producteurs. Donc c'était pas du tout transparent. Le fait est que les vidéastes sur YouTube, l'argent qu'on leur donne, on peut le voir. C'est calculable. C'est pas compliqué. Et après, je critique pas, par exemple, le CNC. Je trouve que c'est très chouette parce que quand ils financent des trucs cool, c'est cool. Parce que te dire que dans un de tes impôts, tu finances quelque chose de neuf et que tu vois qui est un peu avant-garde et tout, c'est chouette. Bien sûr. Par définition, j'aime beaucoup cette idée de solidarité en fait par un impôt. Je suis vraiment pour ça. Le fait est que ils restent quand même assez conservateurs, quoi. Voilà, c'est pas le matin du fun et c'est pas des gens qui, j'ai l'impression, alors je vais peut-être dire, qui comprennent vraiment ce qui se passe en termes de médias nouveaux. C'est un sentiment que j'ai pour l'instant, je ne sais pas. Non, mais je pense que effectivement, c'est ce que avait l'air de dire la personne avec qui je discute dans une boîte de prod traditionnelle. Après, ça n'empêche pas qu'ils font des tentatives. Hein. Tu vois, France 4, ils ont fait des tentatives avec DataGull. C'est un succès total. Dans ton flux, c'est génial. Enfin, tu vois, il y avait même cette émission de zététique qui était très bien, dont j'oublie toujours le nom. Hein. Lazarus. Ouais, qui apparemment était très bien au début et qui était moins bien à la fin. C'est totalement. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que, en tout cas, comme initiative au départ, il y a de très très bonnes choses. Voilà. Pendant un an, c'était super. C'est resté bon, mais il a arrêté de faire des zététiques. Donc faut pas jeter tout ce qui est télé. Tu vois, je serai jamais aussi dichotomique que ça. C'est juste que Internet nous permet en fait d'avoir un rapport direct avec le public. Ça c'est génial. Et c'est un rapport qui a une part d'économie. Et il ne faut pas la négliger, c'est super important. Et puis il y a une autre part qui est, donc voilà, tu as tout cet aspect moral qui est cool, ils te soutiennent. Et puis tu as l'aspect aussi, peut-être ils peuvent t'aider à améliorer ton contenu. Mais pour l'instant, ça reste à voir complètement parce que tout est à déchiffrer, quoi. Le souci aussi avec le rapport de qualité
le souci aussi avec le rapport de qualité qui existe sur YouTube et sur la télévision. C'est drôle parce qu'on rejoint encore une fois la loi de Sturgeon. Donc 95% de tout est complètement pourri. Sur Internet, quand un contenu est mauvais ou ne nous convient pas, on peut facilement en consommer un autre. Le temps d'attention n'est pas un temps qui est souscrit à une horaire. Alors, sur la télévision, quand on a quelque chose, et même avec la pluralité de chaînes qu'il y a, parce que beaucoup de chaînes diffusent un petit peu la même chose, faut dire ce qui est, le moment où on regarde la télévision ne peut regarder que les programmes qui sont disponibles à cette heure-là. Tandis que sur Internet, quand à un moment on a envie de regarder un programme, on peut regarder ce qu'on a envie de regarder. Mais maintenant, on a la télé à la demande, ce qui prend modèle sur ce fonctionnement-là. Une sorte de compromis. Oui, c'est un compromis un peu bâtard et pas encore très bon. Ça marche plutôt pas mal. Ça peut finir, voilà. Ouais, je sais pas. En fait, c'était encore un truc sur. Donc là, voilà, je reviens sur l'épisode que je vais bientôt sortir et qui rejoint cette discussion. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, donc à la base, j'étais censé sortir un épisode juste avant qu'on fasse cette discussion qui devait parler de la sagesse des foules. Et en fait, l'idée, c'était de sortir cet épisode en sorte d'introduction à la discussion ici présente. Bon, le fait est que il l'a pas fait. Voilà, je la sortirai juste dans pas longtemps. Toujours est-il que en écrivant ce script-là, j'étais très optimiste sur le public, en me disant que finalement, si tu as le choix, qu'une fois qu'on te donne le choix, tu dois forcément aller voir des trucs bien, n'est-ce pas ? Et le fait est que c'est pas. Non. YouTube nous démontre bien que c'est pas forcément ça. YouTube reste avant tout du divertissement, donc je pense qu'il faut quand même rester mesuré. Je crois que, c'est vrai pour les bouquins, c'est vrai sûrement pour YouTube. Il y a une étude qui, j'ai pas tout en tête, mais qui a montré que, par exemple, avec Amazon, etc., ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire qu'il y a une minorité des produits qui rassemblent, qui font les grosses ventes. Donc, en gros, 2% des produits font 80% des ventes. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe sur Internet, en fait, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a au lieu de rabaisser un peu cette pente-là, et de donner plus de place aux produits minoritaires, c'est-à-dire que ça amplifie l'hégémonie des produits qui étaient déjà majoritaires. Que l'algorithme, en fait, comme il est fait, c'est... pour YouTube, c'est... Mais c'est valable pour YouTube, mais également ailleurs, partout. Voilà. Partout sur Internet, tel que c'est construit à l'heure actuelle. Peut-être que c'était pas vrai au tout début, mais en tout cas, maintenant, Internet n'est plus tellement horizontal non plus. Il y a quand même des canaux prioritaires, etc., qui font que cette démocratisation et cette égalité de tous par rapport au contenu, en fait, c'est une illusion. Et on n'est pas libre de ce qu'on regarde, en fait, du tout. On a beaucoup de facteurs qui nous influencent. S'il me demande si on parle de la loi de Pareto. C'est ça, le Pareto. Et effectivement, c'est ça. Les 20-80, c'est ça. Pareto, c'est 20-80, et puis la longue traîne, c'est plutôt 2-80. C'est ça, ouais. Ça reste quelque chose d'assez corollaire. Le truc, c'est que effectivement, le support sur lequel on fait des vidéos, YouTube, c'est pas un support qui est neutre, c'est pas un réseau neutre, tu sais, où chaque point est équidistant des autres. Oui. Et puis Non, c'est un réseau, au contraire, qui est vachement exponentiel, dans le sens où si tu es déjà connu, tu vas avoir tendance à être hyper connu. J'en parlais au tout début, quand j'expliquais la croissance de ma chaîne. En fait, ça va de plus en plus vite. Mais pourquoi ça va de plus en plus vite ? Parce que YouTube se rend compte que, tiens, tu es quelqu'un d'intéressant sur qui mettre des pubs. Du coup, elle va te mettre en proposition à côté de tes vidéos ou d'autres vidéos d'autres personnes. Elle va te mettre sur la page principale, machin truc. Donc, en fait, elle va faire de la pub pour toi. C'est-à-dire, elle va te mettre en avant pour, en fait, réussir à se faire de la thune sur toi. Mais c'est normal, c'est son modèle économique. C'est normal, oui, c'est ça. Mais c'est pas surprenant. C'est le principe de... En gros, c'est une loi de Newton. C'est plus tu es au centre, c'est comme la gravité. Quand tu te rapproches de 2, en fait, tu augmentes de 4 la force qui est appliquée. C'est un espèce d'emballement, comme ça. Voilà. Mais alors, je voulais dire un truc. C'est une sorte d'emballement que tu vois, par exemple, tu vois ça très bien sur les chaînes de top actuellement. Tu as certaines chaînes de top qui, c'est vraiment un emballement exponentiel. J'aimerais beaucoup voir leur courbe de croissance. D'ailleurs, je vais peut-être le faire tout à l'heure. Je suis sûr que c'est un truc quasi exponentiel où ça monte. Il y a pas du tout. T'as pas l'impression que ça sature, quoi. On a prévu un top. Il est écrit. Oui. On va faire. Il est même tourné. On vous dit pas ce que c'est. Ouais. On a prévu un top parce que il faut faire comme tout le monde. Il faut faire les tops. Donc Léo, est-ce que tu feras un top bientôt pour être. Bien sûr. Voilà. Mais tu rigoles, mais j'ai prévu un top. Bien sûr que j'ai prévu un top.
Et c'est un peu triste, mais on va faire un top. Mais alors, du coup, pour revenir sur l'horizontalité, il y a un thème qu'on n'a pas tellement creusé, mais on en a parlé, c'est les relations entre les vulgarisateurs. On a évoqué la bibliothèque d'Alexandrie, mais il y a également le collectif Vidéosciences pour la vulgarisation. Et en fait, c'est géré par Pierre Carner, qui sera notre invité dans 15 jours. Donc voilà, on en parlera avec lui ce moment-là, mais c'est quelque chose où quand on fait des vidéos à vocation scientifique, à vocation de vulgarisation, on a une communauté de gens qui sont prêts à accueillir les gens qui travaillent bien, pour leur donner des conseils, pour les aider à corriger. Donc il y a notamment ce qu'on a mis au point, enfin ce que Pierre propose de mettre au point, qui est le peer reviewing. Donc c'est comme dans la vraie science, hein, dans la vraie science, entre guillemets, les gens écrivent des articles, ils envoient ça à des revues, et c'est relu par des spécialistes du domaine qui donnent un avis et qui proposent des corrections lorsque c'est nécessaire. Et là, c'est le même principe. Donc, on vient avec un script pour une vidéo, et on peut éventuellement... alors c'est pas encore bon parce que ça demande beaucoup de temps. Et autant dans le milieu scientifique, les gens sont payés pour ça. Et c'est dans les mœurs, et ça fait 50, 60 ans que c'est comme ça que marche la science. C'est pas comme ça que marche YouTube pour l'instant. Donc, est-ce que toi, là-dessus, tu as un vécu, des idées, des choses, et tout à dire sur cette chose-là? Est-ce que ça te paraît être une solution d'avenir, ou est-ce que ça marchera pas? Je suis pas devin, donc je suis incapable de faire des prédictions sur le un avis futur, d'expert de ta part. Le mec qui fait une vidéo sur la psychohistoire et refuse de donner un avis sur ce qui va se passer plus tard. Aucune race. Ça s'appelle pas se mouiller, voilà. J'ai pas de moelle épinière. Donc en fait, le concept est génial, il est absolument parfait. Enfin, j'aime beaucoup l'idée, de pousser l'horizontalité jusqu'à avoir vraiment un truc où les vidéastes peuvent un maximum regarder ce que font les autres et puis essayer de pousser la qualité vers le haut. En principe, je pense que ça demande beaucoup de temps. Moi, je le fais. Vous, par exemple, vous avez lu le script en avance pour le Basilique de Rocco, sur les enfers artificiels. Ça demande beaucoup de temps. Ça m'a pris au moins 20 minutes. Non, mais n'empêche que c'est. Bien sûr, mais tout le monde n'est pas prêt à donner ce temps-là, tu vois. L'avantage, c'est qu'il était bien écrit. Donc, ça nous a pas pris trop de temps. Mais ça nous est déjà arrivé de recevoir des scripts qui nous ont pris. Non, mais alors petite parenthèse, juste pour dire, si on invite Léo, c'est pas parce qu'il a 200 000 abonnés. Parce qu'on avait invité Dari avec un joueur qui avait 500 abonnés à peine. Il est là parce que ce qu'il fait, c'est très très bon. Et notamment le Basilique de Rocco, c'est une vidéo qui va complètement vous retourner le cerveau. Donc allez d'urgence revoir le Basilique de Rocco sur Dirty Bodies, c'est absolument génial. Voilà. Je vous dis pas plus parce qu'il faut aller voir. C'est une idée extrêmement simple, mais qui va tellement loin qu'elle a fait peur à des gens. Ouais. Voilà. Donc pardon. Du coup, nous, il nous envoyait à Vlad et moi le script un peu avant pour avoir un retour. On n'a pas dit grand chose, hein. C'était vraiment c'était déjà très bon à la base. C'était nickel, mais du coup on a cette culture en effet entre nous d'aller voir un peu les gens pour avoir un avis. Et c'est essentiel. Le fait est qu'il y a de plus en plus des gens qui ont des habitudes universitaires qui viennent sur YouTube. Ça commence à arriver. C'est vraiment très chouette et c'est une habitude qu'on prend très très vite. Moi, j'ai plusieurs collègues musicologues pour le 7 barré aussi. Je leur envoie systématiquement les textes que j'écris. Et c'est bien mieux. C'est beaucoup plus facile de déceler des erreurs quand on est plusieurs. C'est à ça que ça sert, le peer reviewing. La culture académique n'a pas que du mauvais, quoi. Il y a du très bon dans la méthode de travail. C'est même très, très, très reposant, en fait, pour le vidéaste, parce que le problème de la vidéo, c'est qu'une fois que tu as mis ta vidéo en ligne, si tu as fait une erreur dedans, tu peux pas la corriger. C'est pas comme un article de blog où tu peux ensuite éditer, virer la faute, et c'est bon. Non, là, elle reste, et c'est pour toujours. Donc, le fait d'avoir des relectures, c'est quand même vachement plus reposant. Il faudrait une plus serein quand tu mets ta vidéo. Il faudrait une plateforme vidéo à comité de lecture. Mais comme on disait, et c'est d'ailleurs le problème que Pierre soulève, Pierre Carner, donc, qui gère Vidéosciences, c'est qu'on peut pas exiger que les gens passent du temps à lire les autres. Il faut que ce soit sur la base du volontariat. Ça demande beaucoup de temps. Faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps, donc on n'a pas toujours envie de passer 1 heure à relire le texte des autres. Après, ça dépend des affinités, mais c'est très compliqué de mettre ça en place, de trouver un modèle économique ou pas, hein. Enfin, un modèle en tout cas dynamique qui sur la durée est viable. Et nous on n'a pas trop de solutions. On en a parlé beaucoup avec Pierre. Il y a beaucoup de gens dans la communauté de vulgarisation qui en ont parlé avec nous, avec lui. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des traits de génie. Il y a un truc, rien à voir, mais il y a le site
Contreversience, par exemple, qui est un site où les gens peuvent aller contribuer sur un sujet pour faire des synthèses sur des sujets. Donc ça peut être une aide aux organisateurs d'aller voir ce qui se passe sur ce site-là pour prendre des choses. Mais en termes de correction, je ne sais pas comment on pourrait faire pour rendre ce peer reviewing vraiment efficace. Tu sais quoi ? A priori, ça commence à se développer. Je sais qu'il y a on en avait parlé avec Dave, et aussi Ben nous en avait parlé également de Nota Bene. Il y a une page Facebook dans laquelle il y a plein d'historiens, et quand ils écrivent un texte, très souvent ils y vont. Oui, voilà. Et ça leur permet d'avoir des choses à revoir, à redire dans leur texte, et d'avoir les opinions de personnes qui peuvent être plus spécialistes aussi, même de la période dont ils vont parler. Parce que c'est pas parce qu'on est historien qu'on est omniscient de la totalité de l'histoire du monde. Généralement, on a une période de spécialisation, et voilà. C'est vrai ? Mais oui, bien sûr. Il y a 2 trucs. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps. Et donc, ta remarque me fait penser à une idée. C'est qu'en fait, le principal obstacle à l'horizontalité, c'est la flemme, basiquement. L'obstacle à l'horizontalité entre les vidéastes, c'est la flemme d'aller relire les documents des autres, c'est la flemme de, faire des collaborations avec les autres personnes pour profiter de leur savoir, parce que c'est plus facile de faire les vidéos dans ta chambre. L'obstacle à l'horizontalité, par exemple, avec le public, c'est que le public ait la flemme de participer à la création de vidéos. Bon, donc tu as déjà cette espèce de facteur qui, en fait, le truc, c'est que l'horizontalité, c'est beaucoup moins reposant. C'est beaucoup plus fatigant d'être actif qu'un contenu où tu peux être passif comme la télé. Ouais. La deuxième idée à laquelle ça me fait penser, en fait, c'est que tu as sur YouTube un espèce d'effet qui est l'héritage de la télé, si tu veux. On en parlait tout à l'heure justement, j'étais en discussion avec Nota Bene, et on se rendait compte un peu à quel point on avait lancé nos chaînes avec un petit peu cette idée en tête qu'on était en train de faire de la télé, sans vraiment le dire, sans vraiment le formaliser dans nos têtes, mais par exemple, on a lancé des trucs avec des émissions, on a lancé avec des génériques, on a pris en fait tout un tas de codes à la télévision, sans vraiment, tu sais. Je vois. Mais c'est pareil à la radio, hein. Oui, c'est exactement. On a repris tout un tas de codes comme ça qui n'ont aucun sens sur Internet, qui ont. Ou alors ils en ont peut-être un, mais il faudrait vraiment y réfléchir, et pour le coup on l'a pas fait, on est juste parti du principe qu'ils avaient toute leur place ici, alors que voilà, peut-être pas en fait. Et par exemple pour la collaboration entre vidéastes, tu sais, on a un peu cette idée que moi en tant que vidéaste, par exemple, si je vais aller critiquer ou juste donner un avis, pas forcément une critique, hein, ça peut être donner un avis construit, faire une revue de la vidéo de quelqu'un d'autre, ça peut être mal vu, tu sais, ça peut être vu comme il s'occupe de ce qu'il ne regarde pas. C'est comme si tu avais Jamie de C'est pas sorcier qui allait voir Mac Lesguy et qui lui disait t'as pas fait ton truc très bien. Mais c'est pas du tout ça. On est sur Internet. C'est pas le même rapport. Un truc. Ouais. Voilà, on est sur un média horizontal. On peut venir faire des revues. On peut essayer de. Est-ce que tu le fais ? Je l'ai fait 1 ou 2 fois, et ça n'a pas toujours été très très bien perçu, donc c'est pour ça en fait que je suis en train d'y réfléchir. C'est que effectivement les fois où je l'ai fait, ça n'a pas été hyper bien. Parce que du coup, par rapport à ça, nous on peut t'en parler un petit peu, c'est parce que on a eu Poisson Fécond comme invité dans l'émission. C'était en réaction à une émission qu'il a faite, un épisode sur la vie après la mort, où il disait des choses qui, d'un point de vue scientifique, étaient embêtantes, parce qu'il prétendait que la science n'avait pas d'explication sur des choses qu'on comprend bien. Du coup, mais étonnamment, il a bien réagi, quoi. On l'a invité pour en parler. Il a dit pas de problème, il est venu. Clairement, on n'était pas d'accord, on n'a pas du tout la même approche sur cette question-là, mais il a compris pourquoi nous, on avait un problème avec ce qu'il disait. Il a compris pourquoi. Et je pense, voilà, et du coup, il s'est engagé. Après, nous, on n'a pas exigé, c'est lui, il a compris qu'il avait besoin d'avoir des soutiens sur des thèmes, donc d'avoir des experts qui puissent interroger, pour se renforcer. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait, je suis allé réagir sur la chaîne de Tea Time, parce qu'il a fait une vidéo sur Léonard de Vinci, et il a dit un truc sur la Joconde, comme quoi il pense que la Joconde, c'est pas la vraie qui est au musée. Et le problème, c'est que je lui ai demandé, mais alors bon, il a dit ça comme ça en 5 secondes à la fin de sa vidéo, et je trouve que c'est un peu court. Quand on dit un truc comme ça, il faut soit expliquer que c'est une idée comme ça, ou qu'on a des raisons de le faire. Et dans le fil de discussion, auquel il n'a pas répondu malheureusement, mais il est venu après, les gens qui le suivent ont mal réagi à mon commentaire.
Parce qu'il considère qu'il n'a pas à justifier, alors qu'en fait, si, quand on prétend quelque chose sur le monde réel, qui est étonnant, à savoir que le tableau le plus célèbre du monde, en fait, il ne serait pas là où il serait caché pour une raison qui m'échappe. Tu vois, enfin, on n'a pas cette culture de... on ne peut pas dire tout ce qu'on veut sans s'attendre à ce qu'il y ait en retour des critiques. Mais la critique, ça peut être positif. C'est bien la critique. Le souci aussi, et ça rejoint énormément de trucs qu'on dit plutôt souvent, c'est que la plupart du temps, la critique des idées est associée à la critique des personnes. Et forcément, les personnes qui apprécient un youtubeur vont pas aimer qu'on critique son travail. Et juste pour finir l'histoire en 10 secondes, j'ai fini par le parler sur Facebook donc, tout à l'heure avant l'émission, et il a compris pourquoi j'avais posé la question. Donc, et il a répondu que lui, en fait, sa réponse est, entre guillemets, dans ma folie, j'imagine que c'est pas le vrai tableau. Point. Et du coup, ça remet un peu les choses à leur place. C'est un truc qu'il a envie d'imaginer, et j'ai aucun problème avec ça, mais s'il le dit comme ça, c'est bon. Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent l'interpréter au premier degré. Mais en termes d'horizontalité, on peut le faire. Et ça a été bien perçu par lui, il a très bien réagi. Après, ça marche pas à tous les coups. Et il faut faire attention à comment on le fait. Mais et je pense qu'en ça, c'est différent. En effet, si on était à la télé, moi sur TF1 et lui sur France 2, je ne serais pas allé le voir en public pour dire ça. C'est très différent. Tout à fait. Là, pour moi, c'est un énorme avantage en fait entre vidéastes de pouvoir discuter sur nos chaînes respectives. Tu vois, aller commenter la chaîne de quelqu'un et que quelqu'un vienne commenter sur ma chaîne à moi. Ça, c'est vraiment super cool. Il faut encourager les gens à le faire. Tu as des retours critiques toi, sur ta chaîne d'autres vidéastes? Ouais, mais le problème c'est qu'en général c'est des potes, donc ça s'arrête à c'était une chouette vidéo. Voilà. Oui, bon. Ouais. Donc voilà, mais sur le principe, j'aimerais beaucoup en fait vraiment avoir des retours constructifs, etc. Tu sais, lancer des discussions entre vidéastes. Très bien. Bon, alors, sous les vidéos. Quoi. On va venir t'assassiner dès qu'on pourra. Parfait, mais faites-le. Le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose à critiquer, c'est ça qui est chiant. Bon, il y a sûrement d'autres trucs à on peut trouver, je suis sûr qu'on peut trouver un ou deux trucs. Un accord du participe. Enfin bon, on va tranquillement s'acheminer vers la fin de l'émission. Je me retourne vers Vlad si jamais il y a des retours du chat. Non, plus trop de questions. Là, ça a parlé pas mal d'OGM. Ah bon, d'accord. Et de youtubeurs qui disent des choses un peu aléatoirement bonnes. Oui, voilà. Donc, ne balance pas d'autres noms. Non, mais comment on peut s'y... Non, mais il n'y a aucune animosité. Hein. Les gens que j'ai cités, j'ai du respect pour eux, il n'y a pas de problème. On va voir arriver, on voit déjà arriver des gens qui font de la vulgarisation pour décider de moisi. Des gens qui viennent et qui sont des conspirationnistes. Qui veulent en profiter. Des gens qui croient dans des choses un peu barrées. C'est quoi déjà le nom de la chaîne de cette femme complètement maboule qui... Enfin, on va pas faire la pub pour elle, mais ça fait 6 mois qu'elle a plus de vidéo. Mais on va voir arriver ces choses-là. Et si on n'a pas la culture, nous, vidéastes, de nous critiquer gentiment les uns les autres pour s'aiguiller, pour se dire fais gaffe là quand même, machin, on ne pourra pas critiquer cela. On ne pourra rien leur dire. Et s'ils arrivent à 1 million d'abonnés et qu'ils font une campagne contre la vaccination ou pour tel type de médecine bullshit, on ne pourra rien leur dire puisqu'on n'aura pas cette culture de la critique. Et cette horizontalité-là, elle peut être hyper importante pour nous protéger et pour protéger le public par rapport à ça. Effectivement. Non, je pense que vraiment, c'est quelque part, c'est le truc qui fait la force d'Internet et puis de YouTube. En théorie, ça pourrait faire la force de YouTube. C'est vraiment... Cette absence de barrière en fait fondamentale entre pour redonner créateur et créateur. Pour redonner la parole quand même à ce que disait Enthoven, qui n'avait pas totalement tort peut-être, je sais pas, et d'autres qui disent que le problème c'est que comme Internet c'est le lieu où la médiocrité peut s'exprimer, je lis assez brutalement mais c'est un peu le cas, n'importe qui peut s'exprimer, ça donne aussi du raisonnement à des idées qui sont pas des idées construites, qui sont des idées que les gens ou des intuitions quoi. Bien sûr. Je critique pas. Je critique pas Enthoven en tant que personne. Je critique une idée d'Enthoven particulière. Je sais qu'on a là-dessus le même regard, mais juste pour que ce soit dit, quoi. On le rappellera à chaque live, je pense de toute façon que la critique d'une idée n'est pas la critique d'une personne. Il faut vraiment faire la part des choses. Et voilà. Et Internet a aussi des dangers par rapport à ça. C'est ça. Je voulais juste dire ça. Complètement. Voilà, on a des dangers par rapport à ça. Complètement, ouais. Donc je te laisse le mot de la fin sur l'horizontalité. Dans quelle mesure, en effet, c'est un média qui est vraiment différent par rapport à ce que toi tu en fais, en fait. Même pour l'instant, c'est pas assez horizontal. On est vraiment
je trouve, trop en train de faire de la télé sur Internet. Je trouve, mais même nous, en fait. C'est-à-dire, spontanément, quand tu arrives sur YouTube, tu veux te lancer, tu crées ta chaîne. Ton premier réflexe, ça va être de faire une vidéo qui ressemble à une émission de télé sur Internet. Mais alors, en deux mots, quel autre modèle on pourrait faire? Je sais pas, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à réfléchir, c'est quoi Internet et pourquoi est-ce qu'on est là sur Internet et comment est-ce qu'on peut utiliser un maximum ces outils-là. Tout le monde devrait faire des vidéos en forme de YouTube Poop, voilà. C'est vrai, ou des MLG. Ouais. Bien, eh ben, écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin, même si c'est un mot... Tu veux un mot de la fin? Attends, vas-y. Strapontin. Strapontin est un très joli mot. Est-ce que tu en aurais un dernier quand même pour utiliser? Balustrade. Ah, balustrade, ouais. Alors ça, je n'aurais pas pensé. Balustrade, capuchon. C'est en général, Vled dit ça. Capuchon, il est bien. Ouais. J'adore ce mot, capuchon. Capuchon, c'est mieux. Hein. Ouais. Bon, alors, voilà. Bon, chers amis, je remercie les nombreuses personnes qui sont venues nous voir et qui ont dû faire face à... En fait, on a un peu essuyé les plâtres, on se met en place, etc. On n'est pas encore totalement installé, mais ça vient. Et plus vous serez nombreux pour nous botter le cul, plus vite on progressera. Dans 15 jours, on va revenir en live. Ça sera le mardi. Ça sera le mardi 29. Et nous serons avec Pierre Kerner, donc, qui est biologiste, qui est maître de conférence, qui a une chaîne, qui a un blog. C'est un garçon qui fait plein de choses. Et il est un peu fou. Hein. Et notamment, c'est le patron de Vidéosciences. Un génie. On a dit un fou avec du public. Voilà. Et on va parler de l'erreur. Savoir, c'est un peu le même truc. Donc voilà, l'erreur en question, savoir en quoi l'erreur, c'est pas grave, si on en tient compte et comment on la gère et comment on fait comprendre aux gens qui se trompent sans les vexer. Et c'est là dont on parlait, il faut critiquer les idées sans critiquer les gens. Et c'est une culture qui n'est pas encore totalement installée. Voilà, on va parler de tout ça avec Pierre dans 15 jours. Dans une semaine, vous aurez le replay en vidéo. Si on récupère des images, on verra comment faire pour vous ayez une vidéo quand même de ce soir. Ouais. Mais bon, c'est pas top, c'est pas très grave. L'important, c'est le contenu, le discours. Il y a des moments où il n'y aura pas d'image parce que notre caméra a planté, la caméra de Léo a planté. Vous saurez dans ces moments-là. On mettra des images de poney. Et vous ne comprendrez pourquoi qu'à la fin de la vidéo, quand vous entendrez cette déclaration. Alors, j'ai un bout de rush avec un âne. J'ai pas un poney, mais j'ai un poney. Filmé, on verra. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Sidney pour son aide à la technique. Merci à vous. Merci au public en délire. Attends. Merci à tous. Voilà. Merci à vous. Et surtout, c'est bon, merci, ça va. Ne ratez pas l'émission de Léo sur la sagesse des foules qui sortira dans la semaine. Hein. Ouais. Voilà. Oui, peut-être le début de semaine prochaine. Ça dépend si je suis feignant ou pas. Allez, bientôt. La flemme est la principale ennemie de l'horizontalité. Ouais, je pense que c'est une bonne citation. C'est une phrase étrange d'ailleurs. Ouais. Hein. La flemme, limite de l'horizontalité, je n'aurais pas cru. Hein. Bon, sur ce, mon cher Oled. Cher Mandax. Eh bien, on vous embrasse. Et portez-vous bien, prenez le temps, etc. Soyez sceptiques. Et à bientôt. Allez, bisous. Bye bye. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.